Café Société a enseigné sur le thème donner, comment donner la voix aux invisibles. Et ce thème-là est inspiré évidemment de cette collection qui s'appelle Raconter la vie, mais qui se prolonge par un site qui s'appelle, lui, le Parlement des Invisibles, créé par Pierre Rosanvallon, qui est professeur au Collège de France, et que François Bigodeau, notre invité d'aujourd'hui, a rencontré pour faire ce parcours, pour se mettre dans les pas d'une infirmière dans l'hôpital public, et pour raconter ce parcours-là, qui est, je veux dire, l'hôpital public. C'est une thématique dont vous connaissez le problème d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'hôpital public, comme l'école, comme tout le reste, tombe sous la loi de la rentabilité. Et puis, c'est très important d'écrire les conséquences sur les gens. Donc ce blog, le Parlement des Invisibles, veut donner la voix à tout le monde, à ceux qui ont une biographie, un vécu pénible ou non, ou joyeux, et qui racontent leur vie, leur parcours, leur vécu. Puisqu'il a déjà 3 casquettes. Il est écrivain et il était enseignant dans un premier temps, et il est aussi réalisateur au sein d'un collectif de production de films documentaires qui s'appelle Autant. Donc il a commencé en tant qu'agrégé des lettres par être enseignant, mais pas n'importe où, en ZEP, en zone d'éducation prioritaire, et tout le monde sait à quel point c'est difficile et problématique avec des enfants de, comme on dit pudiquement, d'origines diverses. La diversité culturelle, la multiculturalité, nous vivons les problèmes aujourd'hui de cette éducation-là et de ce vivre ensemble qui apparemment ne marche pas bien. Alors là-dessus, il a écrit un 3e roman, je saute des étapes, un 3e roman qui s'appelle Entre les murs. Et Entre les murs a donné naissance à ce film qui a obtenu la Palme d'Or, Entre les murs, donc, dont il est l'acteur principal. Il joue son rôle d'enseignant, et la Palme d'Or a été obtenue en 2008. Il était co-scénariste de ce film qui a été réalisé par Laurent Cantet. Ensuite, donc, réalisé des documentaires, entre autres sur les sarkozystes. Sans vouloir s'en moquer, simplement pour savoir ce qu'ils ont dans la tête. Et il a écrit beaucoup de livres ensuite. Et donc le dernier en date est Le Moindre Mal, que vous pouvez acquérir à la fin du débat. Donc je donne la parole à François Bigodeau qui va vous raconter sa rencontre avec Pierre Rosanvallon. Oui, bonjour. C'est très simple, en fait, Pierre Rosanvallon m'a contacté tout simplement il y a, je crois, quelque chose comme 2 ou 3 ans. Ouais, quelque chose comme 2 ou 3 ans. Au moment où il était en train justement d'organiser cette collection Raconter la vie, qui est un vieux projet, hein, ça fait très longtemps qu'il y pensait, et il attendait le moment de pouvoir le faire, de trouver des partenaires pour le faire, de trouver un éditeur, parce que c'est quand même toute une logistique. Et donc son assistante, enfin je sais pas, c'est la directrice de collection en fait, s'appelle Pauline Pérez, qui vient d'ailleurs de sortir elle-même un livre dans la collection, m'a sollicité et on a pris un café, tout simplement. Les choses commencent très simplement. Et il m'a exposé, je dirais, les attendus de cette collection, et je lui ai tout de suite dit qu'il n'aurait pas besoin d'en faire beaucoup pour me convaincre, quoi, parce que j'avais l'impression que cette collection était faite pour moi, de façon très mégalomane, et en même temps... Mais vous racontez votre propre vie et la vie des autres. Oui, c'est vrai. Bon, après, c'est vrai que j'ai l'impression que l'histoire, comment dire, la littérature a toujours vocation à raconter la vie d'une manière ou d'une autre, disons. Mais c'est vrai que cette invitation que fait cette collection à considérer le postulat de Rosanvallon, il l'explique d'ailleurs très bien dans son petit livre programmatique qui s'appelle Le Parlement des Invisibles, hein, qui lançait la collection, qui en était presque, disons, l'arrière-salle théorique. Il raconte ce qui s'est passé dans les années 30 aux États-Unis, par exemple, où Roosevelt, venant d'arriver au pouvoir, dont le pays est en crise,
Et Roosevelt et ses collaborateurs se disent, en fait, on ne connaît pas notre pays. C'est-à-dire que s'il s'agit de remédier à un certain nombre de choses, la moindre des choses, c'est d'abord de faire un diagnostic. C'est d'avoir une notion assez claire de la façon dont vivent les gens de ce pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre manière de s'y prendre. Et c'est très compliqué. On dit souvent que les politiques sont déconnectés, mais je dirais que c'est pas par mauvaise volonté. Je pense que structurellement, un politique est toujours déconnecté. Et nous sommes tous déconnectés les uns des autres. Moi, je ne connais pas la vie des autres. Bon. Et Roosevelt et ses collaborateurs ont demandé à ce moment-là à des écrivains, des sociologues, des journalistes de faire des livres, enfin d'aller sur le terrain et d'en ramener des informations sous forme de livres. Et c'est un petit peu de ça que s'inspire Rosan Vallon. Et là-dessus, moi j'étais très content d'être embarqué dans cette aventure parce que je faisais à peu près le même constat que lui. C'est-à-dire que on dit souvent qu'en France on manque d'idées ou on manque de sens ou des choses comme ça. Moi, c'est pas du tout ce que je pense. Je crois qu'on manque de réel. On manque de connaissance du réel. Et après, ma foi, les idées en découleront. Je dirais même que parfois, j'ai l'impression qu'en France, on a une hypertrophie d'idées et un déficit de réel. Et bon, donc si pour une fois qu'un écrivain peut être un peu utile, ce qui est quand même pas évident, parce que a priori, c'est une corporation, on est quand même des parasites sociaux, les livres servent à pas grand chose, faut pas se mentir. Là, il y a quand même l'idée de cette petite mission, une mission laïque, d'aller ramener des informations à propos d'un pan donné de la société, donc un métier. C'est souvent des métiers d'ailleurs, mais ça peut être aussi quelqu'un qui se trouve dans une situation particulière, qui ne serait pas tant lié à sa corporation qu'à sa situation. Par exemple, Rosan Vallon m'avait dit qu'il aimerait bien faire écrire, c'est pas encore fait, sur un couple qui divorce. C'est pas pourquoi. C'est un phénomène de société. Voilà, tout à fait. Évidemment, ça a été multitraité d'un point de vue psychologique, le divorce, la séparation. Ça, c'est même le roman adore ce matériau existentiel-là. En revanche, disons, appréhender le divorce sur le mode économique et social, c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, nous sommes tous un peu concernés. D'ailleurs, la vie de couple, quand elle s'inscrit dans la durée, elle devient un phénomène social. Elle devient... Il y a peut-être aussi des gens qui, je sais pas, seraient réfractaires à se séparer pour des raisons économiques. C'est peut-être cynique de le dire, mais c'est... donc voilà. Non, mais je vous donne cet exemple-là pour dire que c'est vraiment... il ne s'agissait pas simplement de faire l'hôpital, l'école, le supermarché. On peut prendre le réel par tous les bouts, c'est-à-dire y compris des choses dites plus intimes et qui a priori ne ressortissent pas à la sociologie, alors qu'en fait elles sont aussi des phénomènes sociaux. Donc moi là vraiment j'ai été tout de suite convaincu. Je lui ai dit que j'allais réfléchir à ce sur quoi j'allais enquêter. Je lui ai demandé de me laisser 2-3 semaines. À lui et à Pauline, j'insiste bien sur le rôle de Pauline Peretz, qui est vraiment celle qui organise concrètement les choses. Rosan Vallon étant l'initiateur, le théoricien, et Pauline, c'est elle aussi qui est allée à la rencontre des écrivains et qui a accompagné les livres. C'est vraiment elle qui fait un travail éditorial. Donc je me suis laissé un peu de réflexion et il se trouve que... de toute façon, je pense que spontanément, j'ai tendance... Il m'est arrivé et il m'arrivera encore de faire des livres qui finalement ont à peu près la même vocation. Donc je ne me retrouvais pas très désemparé devant cette commande, devant cette invitation. Et de toute façon, j'avais déjà plein de projets en tête sur, tiens, j'aimerais bien faire un livre sur tel métier, tiens, j'aimerais bien un jour m'approcher de telle ou telle réalité. Et il se trouve que là, presque par coïncidence, je venais de rencontrer une infirmière qui est en fait une lectrice. J'étais dans un festival littéraire dans le sud, près de Toulouse. Donc je faisais des dédicaces et puis des rencontres, comme ça se fait parfois. Et cette jeune femme, cette femme à peu près de mon âge d'ailleurs, qui à l'époque devait avoir 38 ans, est venue me voir pour me faire signer un livre. Et puis on a échangé 3-4 mots comme ça, parce qu'elle avait lu, je pense, mon livre précédent. Et puis du coup, on est allé prendre un petit café à la buvette, comme ça, pendant un quart d'heure. Et chose que je fais toujours assez spontanément, je lui ai demandé ce qu'elle faisait dans la vie. Et puis elle a commencé à me raconter un petit peu les choses. Alors tout de suite, ça m'a intéressé, parce que c'est vrai que ce réel de l'hôpital, ou je dirais du personnel soignant, m'a toujours passionné. Puis en plus, je ne le connais pas. J'ai personne dans ma famille qui soit... moi, j'ai plutôt d'une lignée, disons, d'agriculteurs et d'enseignants. Donc je ne peux pas dire que j'ai beaucoup à voir avec le milieu hospitalier. Et voilà, et on a échangé des mails parce que je lui ai dit, tiens, il est possible que je continue à te poser des questions comme ça, par curiosité.
Et bon, bah, cette rencontre plus la sollicitation de Rosan-Vallon, bon, bah, c'est au croisement de ces deux faits qu'il m'est apparu d'évidence que c'est sur elle que j'allais écrire, quoi. C'était sur cette... bon, voilà, parce que ça... Il y avait pour moi beaucoup d'avantages. Alors j'avais pensé à d'autres sujets aussi, hein, mais je vous passe les détails. Mais comment dire, qu'est-ce qui nous décide à, disons, embrasser ce sujet-là, à embrasser tel ou tel sujet? C'est à la fois parce qu'on y trouve de l'intérêt, ça c'est vraiment la base, et qu'on pense que ça pourra être intéressant pour les gens, mais aussi parce qu'on pense qu'il y a un livre possible, hein, et que le livre pourra, comment dire, sera traversé par quelque chose de fort. Et je dois dire que pour moi, une infirmière, c'était un cumul d'intérêts, je dirais, parce que à la fois elle-même en tant qu'infirmière, bon, voilà, c'est une femme qui travaille, et c'est quoi son travail? Mais il se trouve qu'évidemment, le travail d'infirmière, il est à double intérêt, parce que très très vite, ça ouvre sur tout un tas d'autres gens, qui s'appellent les patients, qui s'appellent aussi le reste du personnel soignant, et puis aussi les médecins. Mais ouais, c'est pas comme, comment dire, si je faisais un boulanger, c'est intéressant un boulanger, c'est passionnant, c'est beau le pain, et puis voilà, qu'est-ce que c'est qu'une économie d'une boulangerie, bon. Mais comment dire, quand moi je vais à la boulangerie, on ne peut pas dire que je sois quelqu'un de très passionnant en tant que quelqu'un qui est un usager de la boulangerie. Je suis juste quelqu'un qui a envie d'un pain au chocolat, quoi. C'est pas... un patient d'hôpital, il arrive avec quelque chose de beaucoup plus... il trimballe un truc, quoi. Il trimballe son corps, vraiment, et c'est en tant que corps qu'il est là, sa maladie, et puis sa psychologie, voilà. Donc on sait bien qu'il y a des professions comme ça. Bon, moi je l'ai fait avec prof aussi. Pourquoi? Parce que bien avant que Rosan-Vallon, Entre les murs était pas un livre d'en raconter la vie, mais enfin bon, il aurait pu l'être. Pourquoi je me suis décidé à écrire ce livre? C'est d'une part parce que je trouvais que la figure de l'enseignant était une figure romanesque intéressante, mais aussi parce que précisément le prof fait partie de ces salariés, de ces travailleurs, qui précisément ne cesse d'avoir affaire à un réel qui le dépasse très largement, quoi. C'est-à-dire qu'il a des élèves devant lui, lesquels élèves trimballent aussi toute une vie, tout un vécu social et psychologique. Donc il y a des métiers comme ça qui sont des métiers clés, et c'est pas pour rien que beaucoup de documentaristes ont eu tendance à parfois se focaliser. Il y a des métiers qui sont un peu surreprésentés parce que justement on sait qu'ils sont au croisement de plein de choses. Exemplairement les flics. Vous avez toujours beaucoup de documentaires à la télévision avec des flics, y compris des documentaires un peu bas de gamme sur Direct 8 ou M6. Cela dit, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à y prendre dans ces documentaires. Mais Raymond Depardon, par exemple, qui est le grand documentariste français, bon, bah, c'est pas pour rien qu'il s'est posé où dans ses premiers films, dans les années 70, où il avait fait le truc sur Giscard, qui est très connu parce que censuré, etc. Mais un de ses premiers, c'est il a suivi un commissariat. Et un de ses deuxièmes, un de ses premiers aussi, c'est il s'était posé dans un hôpital, et puis il a été aussi en hôpital psychiatrique, très intéressant l'hôpital psychiatrique. Et puis la justice. Il a fait 2 films sur la justice, ben c'est évident, parce qu'un avocat, il a affaire à plein de choses, un juge voit plein de réels. Donc voilà, il y a des corporations, je dirais, qui sont plus ou moins closes sur elles-mêmes, quoi. Et donc, je me disais qu'en suivant Isabelle, eh bien encore une fois, j'avais double bénéfice. C'est-à-dire qu'à la fois, je pourrais rendre compte de sa vie à elle, de elle comme personne, et quel genre d'employé elle est, quoi, de fonctionnaire. Mais aussi, c'était l'ouverture sur tout un réel... qui est en crise, hein. L'hôpital est en crise, quand même. Oui, qui par ailleurs est en crise, effectivement, vous faites bien de le préciser, parce que je pense que c'est aussi un des aspects, je dirais, c'est un des calculs de l'écrivain que j'étais, enfin que je suis au moment où je me demande quel livre je vais faire. Il est évident que le calcul était un peu le même d'ailleurs avec l'enseignement, mais le calcul sur elle-même avec un flic aussi. Il y a aussi des métiers qui sont plus ou moins au cœur des dysfonctionnements d'une société. Je dirais qu'il y a des métiers qui sont plus préservés. Je dirais que le métier d'écrivain, par exemple, qui n'est pas un métier aussi privilégié qu'on peut le croire, parce qu'il est assez difficile d'en vivre. Mais en tant que tel, c'est un métier extrêmement protégé. Mais, gratifiant symboliquement, ça c'est évident, mais protégé. Enfin, je veux dire, moi en tant qu'écrivain, si je me contentais d'écrire des livres, comment dire, je verrais à peu près rien de la société.
C'est bête à dire, hein, mais d'une part parce que ce métier, je l'exerce tout seul, dans mon bureau. Il arrive que des écrivains écrivent au café, enfin, c'est pas pour autant que ça les ouvre sur le réel, hein, surtout qu'au moment où vous êtes absorbé par le livre, le café n'existe plus. Je l'ai déjà fait. Bon. Donc dans l'exercice même de l'écriture, je suis totalement isolé et je dirais un petit peu en marge de la société, quoi. Alors après, il se trouve qu'il y a toute une sociabilité littéraire, que je raconte d'ailleurs dans mon prochain livre, parce que je la trouvais intéressante, mais elle est aussi, comment dire, relativement protégée, relativement en marge, quoi. Ici, là, ce matin, nous sommes un peu, je dirais, dans une petite niche, dans une niche très confortable, très agréable. Et c'est bien qu'il y ait des niches où on puisse un tout petit peu prendre le temps de discuter, de réfléchir, où on soit un peu tranquille aussi, quoi. Il ne faut pas bouder son plaisir. Mais de fait, voilà. Alors c'est vrai que moi qui ai été prof, je dois dire que je me suis senti pendant ces 9 années-là beaucoup plus, je dirais, au cœur des contradictions, aurait dit Marx, de la société. C'est-à-dire, et je pense que l'infirmière, les médecins, j'aurais pu aussi suivre un médecin, mais l'infirmière m'intéressait peut-être en tant que justement une subordonnée, parce que c'est quand même un métier de subordonnée. Oui, et les invisibles, c'est aussi les gens ordinaires, hein, je crois. Ce qu'il y a, c'est que moi je pense que cette histoire d'invisible, elle est sortie un petit peu paradoxalement il y a une dizaine d'années. Ce mot a commencé à circuler. Il est venu de certains sociologues, et Rosan Vallon l'a repris à son compte. Et c'est très vrai, je pense qu'il y a toute une partie de la population qui est totalement, qu'on ne voit pas. C'était un petit peu le bouquin de Florence Aubenas aussi, il y a 4-5 ans, hein, le Quai Louis Stréham, qui était un raconter la vie avant l'heure. Enfin, sauf qu'elle, en plus, elle avait choisi donc, de vivre elle-même, hein, en se déguisant en femme de ménage pendant 6 mois. Et c'est vrai, prenons une employée de ménage, mais par définition, on la voit jamais. Une employée de ménage de bureau, je dirais. Pourquoi on la voit pas? Parce que précisément, l'employée de ménage de bureau, je dis elle, hein, parce que c'est à 95% un métier féminin, parce qu'ils travaillent avant que les bureaux ouvrent. Moi, je me souviens quand j'étais jeune et festif, et que je rentrais parfois, je prenais le premier métro pour rentrer de mes beuveries, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes noires dans le métro. Alors, je ne comprenais pas pourquoi, en fait. Et puis j'ai fini par comprendre. C'était le seul moment où je pouvais croiser ces femmes qui, elles, allaient. Il était 5 h du matin, moi je rentrais parce que voilà, j'avais cette liberté-là. Bon, et elles allaient bosser. Donc oui, effectivement, il y a des métiers qui sont plus ou moins visibles que les autres parce qu'ils travaillent comme ça dans les marges, dans les lisières. Cela dit, j'ajouterais que je crois que d'une certaine manière, nous sommes tous invisibles les uns aux autres. C'est-à-dire que vous ne savez rien de ce qui est mon quotidien, finalement. Je ne sais rien de ce qui est votre quotidien. Et pour que je le sache, il faudrait qu'on aille prendre un café et qu'on prenne 1 heure à se dire, voilà, moi je fais ça en fait. Moi, ce qui m'a toujours frappé, par exemple, dans la vie, c'est l'ignorance réciproque et générale que nous avons tous des métiers les uns des autres. C'est-à-dire, fut un temps, les métiers avaient quand même, la grande majorité des métiers, on en avait une idée assez concrète. Bon, d'abord, 80% des Français étaient agriculteurs, hein, il y a encore, au début du siècle, au début de l'autre siècle. Bon, on voit à peu près, quoi. Hein, on voit à peu près, même si, pour vraiment en avoir une vision très concrète, il faudrait vraiment passer du temps avec un agriculteur. Un boulanger, on voit à peu près, un cordonnier, on voit à peu près. Bon, on sait bien qu'avec le secteur tertiaire qui s'est développé, tout un tas de métiers sont apparus, se sont inventés, plus ou moins fumeux d'ailleurs. C'est toujours une espèce de perplexité que j'ai devant certains métiers, donc j'ai quand même l'impression que c'est des machines à rien faire, mais bon. Mais j'aimerais bien aller de plus près un jour, voir ça. Vous avez toutes ces dénominations qu'on ne comprend pas très bien. Je veux dire, moi, je prends un exemple. Vous entendez parfois à la télé un type qui dit « je suis consultant ». Bon, non, mais je fais crédit à cette personne de faire quelque chose et de ne pas être un imposteur total, mais j'aimerais vraiment savoir ce que c'est que consultant. Hein. Oui, j'ai monté une boîte de consulting. Bon, voilà, moi, si j'avais à refaire un livre, je ferais ça. Je crois que j'irais dans ces espèces de nouveaux métiers comme ça. Bon, donc voilà, de toute façon, mais même dans les métiers, je dirais, a priori, qu'on a l'impression de connaître, eh bien, il suffirait de s'y pencher un peu plus
comment dire, un peu plus longuement et on s'aperçoit qu'on découvrirait plein de choses et qu'en fait on n'a pas idée réelle de la façon dont les gens vivent leur métier. C'est pour ça que pour moi tous les sujets sont bons. C'est vrai qu'avec infirmière, par exemple, voilà un métier visible. Pourquoi? Parce que tout le monde voit très très bien de quoi il s'agit et tout le monde en a été l'usager. Tout le monde a été l'usager d'une infirmière, soit directement, soit indirectement. Un parent malade, bon, etc. Ou en tout cas le sera, hélas, usager d'une infirmière. Mais donc vraiment, alors là, ça c'est peut-être un des métiers les plus connus. C'est peut-être le métier qui est le mieux identifié et dont on voit à peu près les gestes pour parfois les avoir vécus de tellement près que c'est des gestes qui nous touchent, quoi, qui nous touchent concrètement. Et pour autant, j'ai quand même l'impression que dans ce livre, en la suivant précisément toute la journée, par exemple, ce qui est la troisième partie du livre, je crois quand même avoir moi-même découvert d'abord des choses et puis fait découvrir au lecteur. C'est-à-dire il y a des choses qu'on ne soupçonne pas tant qu'on n'a pas pris le temps vraiment de passer du temps. Ça me paraît la chose fondamentale, qui a d'ailleurs toujours été le geste fondamental des documentaristes de cinéma. C'est-à-dire c'est quoi la différence entre un reportage à la télé et un documentaire de Wiseman ou de Pardon, pour prendre les deux grandes figures du documentaire? C'est le temps. C'est pas compliqué, hein, je veux dire, les journalistes, j'en connais quelques-uns et je veux pas leur jeter la pierre. Ils sont pris dans une espèce de précipitation qui fait qu'ils ont quand même un reportage à faire, à rendre à midi, et bon, ils font ce qu'ils peuvent en 3 minutes. Hein, je veux dire, moi, ceux que je connais, ils sont plutôt de bonne foi, quoi. Mais ils sont pris dans la structure. Et donc, évidemment, c'est pas du boulot. C'est pas en 3 minutes que vous allez comprendre ce qui se passe à Clichy-sous-Bois, quoi. Je dis ça parce que j'ai vu un reportage hier soir, c'est 2 minutes 20 sur Clichy-sous-Bois 10 ans après les émeutes. Bon, c'est pas 2 minutes 20 qu'il faudrait faire, c'est 20h20. Quoi. Bon, c'est vrai que les documentaristes savent qu'on finit par véritablement comprendre quelque chose d'une réalité à partir du moment où on prend du temps pour l'observer. Et alors, il y en a qui restent en immersion pendant 6 mois. Il faut en avoir le temps et l'économie. Moi, il se trouve que là, j'ai passé 4 jours à l'hôpital, ce qui peut paraître peu, mais ce qui m'a semblé suffisant à un moment. C'est-à-dire que, notamment par rapport à ce qui était le format attendu du livre, parce que vous avez un format limité hein, qui est de 90 000 signes dans le jargon, c'est-à-dire à peu près 80 pages dans ce format-là. Donc il y a un moment, c'est par expérience, pour avoir écrit des livres parfois approchants, je sais qu'à un moment, trop de matériaux vous submergent et qu'il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir arrêter la compilation d'informations. Surtout que la journée, je la suivais, et le soir, la pauvre continuait à la cuisiner devant l'ordinateur, et là, je lui demandais de me raconter sa vie, parce que le livre commence par, la première partie, commence par son parcours, en fait, hein, depuis sa naissance jusqu'à ses premiers postes. Puis après, je me rapproche peu à peu de l'hôpital de Figeac, où elle travaille actuellement. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont lu le livre? Ah, quand même. C'est bien, bravo. Les autres, je ne vous félicite pas. Ils pourront le faire après. Oui, j'espère, oui. Bon, la semaine prochaine, dernier délai. Hein. C'est l'histoire d'une journée. Allez-y, madame. Oui, bien sûr. Moi, je trouve votre livre très touchant. La manière dont vous abordez... par ce métier pivot de l'hôpital, les autres aussi intervenants, d'autres métiers, cette réalité de l'hôpital, avec, dans un premier temps, l'idée d'un destin et d'un rôle à travers l'histoire de cette jeune femme. D'abord, alors, est-ce que c'est spécifique, vous qui connaissez d'autres mondes, est-ce que c'est spécifique de ces métiers ou de ces engagements hospitaliers, d'être à la fois, vous montrez bien dans l'histoire tous les événements qui ont pu amener cette jeune fille, puis cette jeune femme à ce métier, et en même temps la question du rôle, son rôle dans sa famille, etc. Enfin, j'ai trouvé ce moment très, très fort dans ce que vous construisez dans le récit. Et puis, au niveau du texte, et puis qui va après vers l'observation d'une journée de travail, cette construction avec des verbes, par exemple, toutes les actions très précises, très rapprochées, voilà, ça c'est vraiment très, très, très bien rendu. Et puis,
la description de la journée de travail avec à la fois ce qu'on dirait maintenant dans le jargon du multitâche, c'est-à-dire qu'elle n'arrête pas, elle est à la fois au téléphone, elle fait un soin, elle pense à un autre patient, et en même temps des éléments de monologue intérieur, voilà, ce qui sont des éléments de sa vie, ce qu'elle va faire après, ce qu'il y a encore une part de pizza, du pot qu'il y a eu avant, enfin, ça colle vraiment à la réalité et à cette humanité. Bon, il y a la question qui est posée aujourd'hui, que devient l'humain dans l'hôpital public, mais on est vraiment au cœur de l'humain. Après, il y a les questions politiques, économiques, là, elles sont redoutables, mais vous décrivez vraiment une grande humanité. Bien, merci. Merci beaucoup. Il y a deux aspects dans ce que vous dites. Le premier, c'est effectivement la vocation. C'est vrai que moi, quand Isabelle m'a raconté la façon dont il lui était venu, dont lui est tombé dessus l'idée que c'est ça qu'elle ferait, moi, alors vraiment, je me suis frotté les mains. Alors c'est le romancier qui s'est frotté les mains, parce que alors là, c'était du roman en barre, quoi. On est toujours un peu... c'est compliqué d'être un écrivain documentariste, enfin, quand on fait des livres documentés comme celui-là. Je n'ai pas fait que ça, mais on finit par avoir un rapport au réel assez, ambigu. C'est-à-dire qu'à la fois, on est là vraiment pour essayer de comprendre le réel et de le restituer justement, et en même temps, si jamais le réel nous fournit un matériau excitant, on est content, quoi. Et alors là, c'est vrai que cette infirmière, Isabelle, qui me raconte que son père, en fait, est tombé malade. Il a eu une tumeur au cerveau incurable quand elle avait 17 ans. Elle a passé 1 an à aller à l'hôpital, souvent pour l'assister dans ses derniers jours, dans ce dont tout le monde savait que ce serait les derniers mois. Donc ça a été évidemment une expérience terrible pour elle, bien sûr. Mais il y a un jour où elle s'arrête un peu plus longtemps et elle voit une infirmière en train de changer le pansement de son père qui avait la tête totalement déformée. Enfin, c'est vraiment une tumeur très grave. En plus, il avait été mal soigné dans un premier temps, son père était ouvrier, etc. Et là, d'un seul coup, lui tombe l'idée que c'est ça qu'elle veut faire. Et ce qu'elle veut faire, c'est soulager. Même pas guérir, même pas soulager. Parce que comme son père est de toute façon condamné, il ne s'agit plus que de le soulager. Elle se dit, ben voilà, moi c'est ça que je voudrais faire. Enfin, son corps en tout cas sent ça, et de fait c'est ce qu'elle va faire. Alors qu'elle se cherchait jusque-là, elle ne savait pas exactement ce qu'elle voulait faire. Donc ça, ce genre de comment dire, si vous voulez, de dramatisation de la vocation, je crois que c'est quand même assez rare dans la vie. Moi je suis toujours très très dubitatif par rapport à l'idée de vocation. Quand elle me dit ça, je lui fais répéter 4 fois. Je lui dis vraiment, est-ce que vraiment c'est important, il ne faut pas que ce soit faux. Et elle me dit, mais non, écoute, je ne peux pas te l'inventer quand même, ça serait quand même malvenu de ma part. Donc là, je me dis, d'abord, c'est très bien, enfin, ça structure le livre, hein, voilà, ça c'est le côté un peu cynique de l'écrivain, je dirais en tout cas malin. Mais c'est aussi, là, je découvre un truc, moi, qui me paraît... auquel j'avais du mal à croire. Quand je vois ça dans les films, je me dis, oh, bon, c'est pipeau, ça, les vocations, le truc qui vous tombe dessus, hein, comme vraiment, voilà, comme sur la route de Damas, quoi. Une espèce de conversion. Notamment, j'ai toujours eu des doutes, moi en tant qu'enseignant, on assigne toujours aux enseignants l'idée qu'il y aurait une vocation à le faire. Je pense qu'on confond tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un appétit pour le faire, le sentiment qu'on pourrait y être compétent et utile. La vocation, honnêtement, factuellement, moi je l'ai très très peu rencontrée parmi la corporation enseignante. Et je pense que c'est pas du tout à mettre à son discrédit. Moi j'ai pas eu la vocation d'enseignant. Est-ce que pour autant j'ai été un mauvais prof? Je pense pas que ça ait grand-chose à voir. Je dirais même que parfois la vocation fait qu'on tombe de très très haut et qu'on ne s'en remet pas. Mais parenthèse. En revanche, ce qui m'a frappé effectivement en discutant avec ses amies aides-soignantes ou infirmières, parce que j'ai beaucoup discuté avec ses copines, quoi, ses collègues, il y en a quelques traces d'ailleurs à la fin du livre. Oui, je me rendais compte que quand même c'est des métiers particuliers, où il n'y a peut-être pas à chaque fois quelque chose qui mériterait précisément le nom de vocation, mais il y a toujours un truc. Et ça, en tournant autour du livre, j'ai fait beaucoup de rencontres quand même, y compris avec des professionnels. Et j'ai rencontré pas mal d'infirmières et toutes m'ont confirmé qu'il y a quand même toujours un truc. Voilà. C'est peut-être pas forcément mon père et l'image d'une infirmière qui le soulage et qui immédiatement suscite comme vraiment une vocation, il n'y a rien à dire, un appel. Mais il y a toujours évidemment un passif personnel, il y a toujours quelque chose, une composition psychologique.
Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs de l'ordre du traumatisme, hein. Ça peut être, je ne sais pas, une fibre soignante. Moi, ma sœur a ça, très clairement, elle est éducatrice pour jeunes enfants et maintenant elle travaille dans un hôpital avec des enfants malades. À 12 ans, ma sœur, c'était son truc, quoi. Elle avait trouvé ce que Spinoza appellerait sa convenance, quoi, ce qui lui convenait. C'était son génie, il n'y avait rien à faire. Et elle avait ça encore maintenant, je veux dire, à chaque fois qu'il y a un enfant handicapé qui traîne dans un repas de famille, c'est vers elle qu'il va. Enfin, j'ai pas parler de ma sœur, mais il y a quand même des trucs, vous voyez. Et je crois. Alors après, en plus, bon, par ailleurs, pour aller très très vite, la vocation infirmière, je pense qu'elle est politiquement dangereuse, comme j'essayais de l'expliquer un moment dans le livre, et ça je le tiens d'Isabelle elle-même. C'est-à-dire qu'effectivement, on est tous tellement intuitivement conscients que les infirmières ont cette espèce de fibre, qu'on en est resté un tout petit peu à la représentation de l'infirmière nonne, et donc bénévole, quoi, hein, c'est-à-dire c'est des saints, voilà, le sacerdoce. Alors là, les infirmières, elles n'aiment pas beaucoup qu'on leur dise ça, quoi, parce qu'elles savent très bien comment ça se capitalise après en termes de salaire. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde adore les infirmières, tout le monde trouve qu'elles font un boulot génial et qu'elles créent du lien social, et c'est vrai, il suffit d'observer dans un hôpital. Comme je le dis à un moment, c'est elles qui tiennent la maison. Hein. Je veux dire, les médecins, ils ne sont pas là l'après-midi. Donc, c'est les infirmières qui tiennent la baraque. Il n'y a rien à faire. Et pourtant, elles sont sous-payées. Et une des raisons pour lesquelles elles le sont, c'est qu'il reste quand même un peu l'idée que... idée à laquelle certaines ont tendance aussi à, à prêter foi. Alors leurs copines leur disent non, arrête avec ça, arrête de raconter qu'en fait soigner pour toi c'est presque gratuit, parce que nous on sait ce qu'il en est, après quand on va manifester dans la rue personne nous écoute. Donc voilà, alors le deuxième aspect c'est oui, c'était sur la troisième partie du livre qui est donc une journée de travail en 30 pages. Alors ça c'était pour moi, c'est la première idée que j'ai eue, mais c'est une vieille idée. Pour moi, on ne comprend sérieusement un travail que si on le suit presque minute par minute. Voilà. Sinon, on est dans des généralités. Voilà. Moi, je vois un peu, comment dire, un employé de poste, je vois un peu grossièrement et généralement à quoi ça peut ressembler, parce que j'y ai affaire parfois. Mais je ne saurai jamais tant que je ne ferai pas une journée avec lui et que je vois exactement d'où il vient, quel parcours il fait pour aller à son bureau. Peut-être qu'il vient de banlieue, peut-être qu'il vient de loin, et c'est déjà la journée de travail qui commence. Moi, il se trouve qu'Isabelle, elle a 3/4 d'heure de route le matin, donc ça fait partie de la journée de travail. C'est pour ça que je le raconte. On ne peut comprendre ce que c'est qu'un ouvrier à la chaîne que si on le regarde, non pas à 10 secondes, comme parfois je vois des plans dans les films, vous avez un petit plan comme ça rapide, on voit une ouvrière qui est en train de manipuler du poisson, bon, c'est pas ça la chaîne. La chaîne c'est la répétition, donc il faudrait passer 3 heures dessus. Il faudrait être 3 heures avec elle pour avoir un début d'idée de ce que c'est, comme physiquement et comme folie en fait. Alors, il y a le film de Chaplin, mais quel génie. Mais bon, c'est pas assez, quoi. Donc ouais, je pense que pour l'idée, le pari de cette troisième partie, c'est que le lecteur en sorte un peu fatigué. Je voulais qu'il éprouve physiquement la fatigue qui était la mienne d'ailleurs en la suivant, parce que moi je suis ressorti vanné de ces 4 jours. C'est-à-dire que de la suivre comme ça 2 fois 4 heures avec une petite pause dans l'hôpital, donc de piétiner, d'être toujours debout, en plus moi je prenais mes notes. Ça m'a totalement épuisé et j'ai pu ressentir un tout petit peu ce qu'elle pouvait ressentir, même si moi j'ai pas poussé le chariot, parce que c'est ce que je dis aussi à un moment, il y a le dos, hein, cette maladie du siècle, disait-on, et qui risque d'être aussi la maladie du nouveau siècle. Voilà, c'est tout ça qui... Alors je crois que vraiment là pour être sérieux, et puis effectivement faire droit aussi, pas simplement au geste du travail, mais ne pas oublier qu'on a affaire à un être humain et que donc parfois sa pensée s'échappe. Ça c'est quelque chose qui m'émeut toujours beaucoup, cette idée. Quand je regarde par exemple des caissières, des hôtesses de caisse, c'est comme ça qu'on dit. J'avais fait un long reportage sur une hôtesse de caisse pour un journal à une époque. Moi souvent quand j'ai affaire à elle, souvent je vais au supermarché, à la supérette, je me demande toujours à quoi elle pense.
Et j'espère, et me bouleverse beaucoup l'idée que son esprit s'échappe. Je crois qu'il y a quand même une mécanisation des gestes qui fait que justement elle a peut-être la place que son esprit s'échappe. Alors son esprit s'échappe peut-être vers des choses très prosaïques du genre tiens il faudra que je passe acheter du poisson ce soir. Peut-être que son esprit s'échappe vers des choses beaucoup moins prosaïques du genre je sais pas, tiens ce matin il m'a regardé le buraliste, peut-être qu'il y a un truc qui est en train de... Moi ça me bouleverse parce que je me dis que on parle souvent de résistance, comment est-ce qu'on peut résister au système, on en parle politiquement, enfin, je crois aussi qu'il y a des micro-résistances qui sont tout simplement le fait que notre corps n'est pas complètement soluble dans la chaîne dans laquelle on le met. Je trouve ça... voilà, c'est comme quand vous voyez le matin le RER, alors pour le coup je l'ai beaucoup pris, quand je travaillais sérieusement, quand j'avais un vrai travail. Bon, ben on est tous dans le RER. Il est venu en RER. Oui. Ce matin, il était cool, c'était un RER du samedi. C'est pas la même, hein. D'abord, on n'était pas serré, et puis il y a quand même une petite ambiance toujours un peu cool, quoi. Non, en revanche, j'ai bien souvenir du RER de 8 heures où tout le monde va bosser. Bon, ben on est tous tassés, tout ça. Moi, j'ose toujours espérer qu'on est tous en train de penser à autre chose, quoi. Qu'il y a au moins notre esprit peut... on dit toujours les gens ils ont leur iPod dans le RER, ils se parlent plus, mais c'est pas mal, quelle belle invention quand même, hein. Écoutez, n'oubliez pas ça, c'est bien, la musique, ça ouvre un peu l'espace, quoi. Hein, on le présente toujours comme une fermeture, mais c'est aussi... bon, bref. Il y a une autre question. Oui. Oui, bonjour. Donc, j'ai lu votre livre. Là, je viens de penser à autre chose. J'ai une question que je vais vous poser après. Mais quand vous parliez de l'esprit qui s'échappe, je repense à un livre superbe que j'ai lu cette année, c'est que sûrement plusieurs personnes ont lu. C'est Maëlys Le Kerangal, Réparer les vivants. Où à un moment donné, devant des situations très lourdes, évidemment, l'esprit s'échappe. Ça, c'est parce que ça m'a évoqué ça. Je trouve que c'est un superbe livre. Deuxième chose, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre livre Travaillant dans le milieu médical. Je trouve que la partie sur la partie de la journée là, est extraordinaire. De tous les gestes, enfin, quand vous l'avez suivi, les gestes qui se font. Par contre, quelque chose qui m'a un peu gênée, c'est l'image qu'elle... Alors peut-être que c'est l'image qu'elle a, qu'elle donne, c'est l'image qu'elle vous a retransmis des médecins. Donc je suis médecin, je me suis posé la question si ça n'était pas plutôt, parce que ce qu'elle ressent, j'ai pu le ressentir aussi, si ça n'était pas plutôt parce que tous les médecins qui apparaissent dans votre livre sont des médecins hommes apparemment, si ça n'était pas plutôt un problème de relation homme-femme, parce que l'histoire de la petite piqûre dans le cou, je peux vous dire que en tant que femme, on l'a toutes vécu, plutôt qu'une histoire de hiérarchie. C'est-à-dire on est plus dans le relationnel. D'autre part, tout à l'heure, vous disiez les médecins ne sont pas là l'après-midi. Forcément, ils ne sont pas là parce que le matin, les chirurgiens sont en bloc opératoire, les médecins sont en consultation. Mais c'était pas une incrimination. Non, mais c'est pour justifier, parce que j'ai trouvé, si vous voulez, moi j'ai trouvé excellent votre livre. J'avais aussi trouvé Entre les murs excellent. Donc j'ai trouvé votre livre excellent. À cette petite réserve où il n'y a pas du tout une amorce d'explication. Je n'en ai pas trouvé, j'en avais pas trouvé. Et je me disais au fil des pages quand même, il y a bien un médecin qui va trouver grâce aux yeux d'Isabelle. Et non, il y en a même qui se trompent dans les doses, qui sont obligés d'aller regarder sur internet les doses d'anticoagulants, enfin ça c'est un moment. Est-ce qu'elle en a pas un peu rajouté? Est-ce que c'est pas une petite frustration de ne pas... Parce qu'à un moment donné, là j'ai trouvé à un moment donné aussi qu'elle était dans le déterminisme social quand elle dit j'ai été infirmière parce que j'ai pas fait d'études de médecine, parce qu'il y a une raison à un moment donné. Donc là on est un peu aussi dans le déterminisme social qui doit aussi vous intéresser, je pense, compte tenu de ce que vous avez déjà pu écrire. Voilà ma question. Mais là on est au cœur d'un problème très, très complexe. Quand on fait un livre qui a à voir avec le réel, dont même le but est de rendre compte assez justement du réel, comme c'est vraiment une des prescriptions de cette collection, hein. D'un seul coup vous avez une responsabilité extraordinaire parce que vous savez très bien que vos lecteurs vous liront, interpréteront toujours ce que vous allez dire comme représentatif. Et franchement on ne peut pas leur demander de faire autrement. Donc c'est comme ça. Et donc forcément, vous aurez à un moment 3 médecins qui apparaissent dans ce livre, et ça vaudra représentation pour l'ensemble de la corporation. Alors ça, c'est vraiment un problème que résolvent assez bien les fictions en faisant des équilibres. C'est-à-dire, vous savez, dans toutes les fictions, vous aurez un médecin gentil puis un médecin méchant. Et comme ça, le réalisateur pourra dire, ou dans une fiction de livre d'ailleurs,
bah voilà, finalement, ça rend compte du fait que bon, il y a des cons partout, quoi. Hein. Bon. Alors là, effectivement, c'est compliqué pour moi parce qu'à la fois, ça va être saisi de façon représentative et en même temps, moi, je pense que le lieu de la littérature, et y compris de ce genre de livre, c'est le particulier. C'est-à-dire que vraiment, moi, je voulais parler d'une infirmière. Mais évidemment qu'elle va être interprétée comme l'infirmière, les infirmières. Alors que moi, j'ai plutôt tendance à essayer de dire, mais quelle est la caractéristique de cette fille-là, quoi, parmi l'ensemble de la corporation. Mais donc, c'est presque inextricable, cette affaire. C'est indémerdable, je dirais. Et donc, ça donne les remarques, comme vous faites, qui sont absolument légitimes. Et c'est vrai que si vous voulez, comme j'ai essayé de me mettre au diapason d'Isabelle, vraiment essayer d'écrire, c'est presque une coécriture, je dirais, même si c'est moi qui ai pondu toutes les phrases, mais sa validation m'importait. Je voulais que ce livre lui ressemble. Et elle a validé, quoi. D'ailleurs elle m'a demandé parfois de changer des trucs, et voilà, bref. Il se trouve qu'effectivement Isabelle, pour des raisons que j'effleure, je pense qu'elle a quand même une frustration. Elle fait partie de ces infirmières qui très clairement se vivent comme un peu des médecins ratés. Non pas qu'elle ait fait des études de médecine, elle n'a même pas essayé. Elle est tout de suite partie à l'école d'infirmière, etc. Puis c'est vraiment ce qu'elle voulait faire par ailleurs. Et en même temps, elle aime tellement le soin en tant que tel, en plus je montre bien qu'elle adore tout ce qui est technique, donc vraiment que je crois qu'elle a un rapport compliqué au médecin à la base. C'est-à-dire qu'il y a un truc toujours, et qu'elle est particulièrement sensible, et peut-être plus qu'une autre, à toute manifestation de condescendance paternaliste de la part du personnel médical. Et il se trouve que je crois qu'il y a de toute façon un paternalisme de médecin à infirmier, il y a toujours quelque chose comme ça, mais qui pourrait s'en exonérer? Je veux dire, on est tous paternalistes dès lors qu'on a une fonction supposée supérieure à quelqu'un d'autre. Je veux dire, moi j'étais paternaliste avec mes élèves, je n'aurais pas voulu l'être, mais spontanément on l'est, quoi. Donc c'est pas que les médecins soient méchants, et en tout cas, quand bien même il y en aurait qui seraient méchants, ça m'intéresse pas. Mais je crois qu'il y a quand même des phénomènes structurels que de toute façon. Et puis il y a aussi le fait que les infirmières ne sont pas légitimes, elles ne peuvent pas poser de diagnostic médical, hein. Ça je l'effleure un petit peu, alors que peut-être parfois elles seraient bien placées pour le faire. Enfin là il y a un vrai sujet, je crois, qui est beaucoup discuté en ce moment. Donc Isabelle souffre un petit peu de ça, elle sent que parfois elle aurait des choses à dire qui ne sont pas entendues par ses supérieurs médecins, où vous avez parfaitement raison, et j'essaie de le dire aussi, bien sûr, cette première inégalité se redouble par une inégalité homme-femme. Ça c'est vrai. Et qu'il y a une sorte de... plus une inégalité générationnelle. Hein. C'est ce que je répète à 3 ou 4 reprises. Si un observateur était dans la salle, je me moque un peu de moi-même, il verrait un homme de 50 ans parler à une femme de 40. Puisque c'est la même scène quand va se reproduire plein de fois quand je serai à l'hôpital avec Isabelle. À chaque fois qu'elle rencontre un médecin, eh ben j'ai la même scène devant moi. Un médecin, homme, de 50 ou 55 ans, et elle a 40 ans. Et je vois que toutes ses collègues infirmières sont des filles, évidemment, et qu'elles ont toutes, en gros, de 30 à 45 ans, et que tous les médecins, aussi parce que c'est un hôpital de province où on a tendance à finir sa carrière, ont 50 à 60 ans. Donc là, c'est vrai que ça crée, si vous voulez, là, il y a une triple peine, j'ai envie de dire. Non seulement un rapport hiérarchique, en plus un rapport sexué, et en plus un rapport générationnel. Comment voulez-vous que sur ces bases-là, les médecins, quand ils parlent d'Isabelle, ils ne soient pas un petit peu oui, cause toujours tu m'intéresses. Enfin, ils l'aiment bien, ils sont gentils comme tout, ils font des blagues plus ou moins de bon goût, dans la grande tradition carabine. Mais, donc voilà, mais c'est vrai que, si vous voulez, je suis toujours très embêté. Les livres comme ça, c'est compliqué à écrire, mais en même temps, c'est passionnant. Hein. C'est vraiment ça qui m'excite beaucoup. C'est parce qu'on sait très bien qu'à la virgule près, ça pourra susciter parfois une certaine... ce que vous venez d'exprimer, quoi. Que quand même... Bon, alors après, si j'avais croisé des médecins qui n'avaient pas cette attitude-là, donc j'avais senti, par rapport auxquels j'avais senti qu'ils avaient un autre rapport avec Isabelle, je l'aurais noté, je me serais fait un plaisir de le noter. Là, c'est vrai que non. Je dois dire que ils sont tous un peu comme ça. Tous ceux que j'ai vus étaient... En même temps, moi, ils m'amusent. Hein. Ils avaient tous un côté Michel Simès, vous voyez, le type du magazine de la santé, quoi. Vraiment, des types qui font tout ça déconne, quoi. Oui, alors le patient dans la 8, il va peut-être mourir cette nuit. Oui, mais bon, finalement. Enfin, c'est cette ambiance-là, quoi. Il n'en rajoutait pas un peu, je vois très bien ce que vous voulez décrire, il n'en rajoutait pas un peu parce que vous étiez là justement en tant qu'observateur? Je sais pas. Ça, vous savez, moi ce qui me frappe toujours, mais ça je l'avais remarqué aussi un petit peu en faisant des documentaires,
même si on arrive avec du matos, quand on est un documentaire, on a une caméra, on a une perche, très très vite les gens s'en foutent complètement de votre présence. Et moi ce qui m'a frappé là, à l'hôpital, c'est que vraiment personne s'occupait de moi. Alors j'avais mis une blouse pour passer inaperçu comme ça, comme un espion soviétique. Mais alors vraiment les patients s'en foutaient totalement, parce qu'ils avaient tout simplement autre chose à penser, et personne n'a posé de questions. C'est toujours très troublant. Donc après, je n'exclus pas votre hypothèse. Peut-être qu'ils faisaient d'autant plus les malins que j'étais pas loin et en train de noter leurs blagues. Peut-être qu'ils pensaient que du coup ça passerait à la postérité. J'ai quand même l'impression qu'ils étaient comme ils sont toujours, quoi. Je crois que... Mais c'est vrai que quand on fait... là, j'ai voulu faire un livre du point de vue d'Isabelle, et il se trouve que son point de vue a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à ça. Et donc le livre en porte la trace. Peut-être que... Alors, ça aurait été à moi de faire parfois des zooms arrière, de m'extraire un tout petit peu de l'immersion avec Isabelle pour dire « Oh, mais attention, hein, nous sommes bien d'accord que tous les médecins ne sont pas comme ça ». J'ai du mal avec ce genre de phrase. C'est compliqué, quoi. Ça alourdit le livre, et puis du coup, ça fait qu'on ménage un peu. Moi, je parie toujours sur mon lecteur. Je parie toujours sur l'intelligence de mon lecteur, et je sais que je me dis que le lecteur rectifiera et dira « Non, voilà, c'est un réel, il y en aurait d'autres ». Moi, j'ai eu des déboires de ce point de vue-là, avec Entre les murs notamment. Je veux dire, où effectivement, beaucoup de gens vous disent « Oh, mais bon, moi je travaille dans un collège, c'est comme ça ». Ben oui, c'est normal, c'est le tien, mais c'est pas le mien. Enfin, voilà. Ouais, mais bon, tu dis que l'école... Ah non, mais je dis rien du tout, moi. Moi, je dis que là, ce jour-là, il s'est passé ça. C'est très compliqué, quoi. C'est vraiment... Je suis un peu gênée. Bonjour, Monsieur Godot, je n'ai pas lu votre livre. Je suis totalement concerné par le... Mais je suis venue parce que le débat m'intéressait, bien sûr, et à travers ce que vous avez dit sur votre livre, je le dirai bien sûr très rapidement. Mais justement, j'aurais voulu revenir à que devient l'humain dans l'hôpital. Peut-être en rebondissant sur ce que vous venez de dire par rapport à moi, ce que je ressens, ce que j'ai toujours ressenti quand je suis rentrée dans un hôpital, c'est quand même des lieux impersonnels pour moi, une forte hiérarchie, ça je l'ai ressenti, que ce soit en tant que patient ou en tant que visiteuse. Et je n'ai jamais fait de rencontre, disons, qui ait provoqué des déclics, tant que ce soit du côté infirmier ou du côté médical, enfin du côté de la parole du médecin, pour me faire pencher un peu et m'amener à ressentir ces lieux en France comme des lieux où justement on prend les gens en soin, dans tous les sens, dans tout le sens qu'on peut porter à ce mot. Et j'ajoute aussi dans l'hôpital psychiatrique, où j'ai en ce moment d'ailleurs un parent qui a eu, je vous passerai des détails, à voir avec ces structures-là. Et j'ai eu un entretien téléphonique avec la médecin psychiatre qui suit ce parent, pas plus tard que cette semaine. Et je peux vous dire qu'il faut être très très prudent quand on s'adresse aux psychiatres. Ils sont quand même un peu, moi j'ai ressenti ça sur leur piédestal. Voilà. Tout simplement pour vous dire sur la prescription qui avait été donnée, quand j'ai un peu contesté compte tenu du parent que j'avais eu en face de moi, quand je lui ai dit, mais vous savez, il est quand même très assommé par le médicament. 5 milligrammes, vous pensez qu'on ne peut pas descendre un peu la dose? Et la personne me répond, mais vous savez, nous avons des patients qui en sont à 40 milligrammes. Eh bien, je peux vous dire que je vais avoir à retéléphoner à la personne, vous voyez, parce que moi, ce genre de truc, ça passe pas. Si vous voulez, pour moi, le médecin, d'accord, il a un savoir, mais pour vous résumer, je trouve qu'en France, il n'y a pas assez de dialogue entre le patient, la famille et le médecin. Voilà, en gros, pour vous résumer. Je pense qu'il y a 2 aspects dans cette affaire. Il y a, je dirais, un invariant, c'est-à-dire une situation qui n'a jamais changé, et puis une évolution depuis quelques temps sur d'autres aspects. L'invariant, je crois que ça... Moi, vous savez, j'ai beaucoup lu Michel Foucault quand j'étais plus jeune et encore maintenant. Bon, il a été un des premiers philosophes à s'intéresser au monde clinique, et notamment à la psychiatrie, mais pas seulement. Bon,
ce que Foucault montre très bien, et là on est dans les années 50, hein, donc, et il fait des études sur les 3 siècles précédents. Donc il y a 60 ans quand même. Oui, oui, oui. Et ces gens-là, est-ce qu'on les lit encore? Mais il y a Point d'interrogation. Oui, déjà à l'époque, je pense Quand que on fait des beaucoup de gens- études médicales. Oui, oui, non, Oui, non, ça, je ne sais pas. Foucault n'est pas au programme de... Dommage, de- dommage. Non. Il pourrait en apprendre beaucoup. D'ailleurs, il est au programme d'à peu près rien, Foucault. Même en fac de philo, vous savez, moi je l'ai lu tout seul. Hein. C'est pas en Hippocane qu'on me faisait lire Foucault, mais bref. Non, évidemment qu'il y a toute une problématique qui est que finalement, je dirais le quadrillage médical, alors ça c'est l'hypothèse de Foucault, est un quadrillage policier. C'est-à-dire que d'une certaine manière, le système médical français a accompagné un système, je dirais, de coercition, de bon. Ce qui fait, le personnel médical est du côté du pouvoir selon Foucault. Bon, je pense que ça a beaucoup changé, ça quand même cette affaire-là. Ce qui n'a pas changé, c'est que c'est compliqué, si vous voulez, quand vous avez une expertise, et les médecins ont une expertise, ils ont fait des études, ils ont un savoir indéniable, certains même un savoir extraordinaire. C'est compliqué de remettre votre savoir dans la délibération générale et collective. C'est compliqué pour tout le monde. Je veux dire, les profs, ils ont le même problème. Vous savez, quand on dit qu'il faudrait que les parents d'élèves s'investissent davantage et qu'on dialogue davantage, etc., les profs se campent un peu, ils se cabrent, ils disent ouais, écoutez, ça va, c'est quand même pas un parent qui m'a expliqué ce que c'est que l'histoire géo. Non, bien sûr que non, le parent ne va pas t'expliquer ce que c'est que l'histoire géo et comment s'est passée la révolution russe, mais en revanche, peut-être qu'on pourrait, tous ensemble, apporter chacun notre expérience et délibérer, etc. C'est compliqué pour un flic de s'entendre dire par un usager, moi quand même, j'aurais un truc à dire sur la façon dont t'es flic. C'est super compliqué. Et c'est aussi compliqué pour les médecins que pour les autres. Or, effectivement, évidemment que les patients auraient beaucoup de choses à dire, ou les parents de patients. Bien sûr s'ils pouvaient davantage entrer dans la boucle de la délibération, peut-être qu'on pourrait poser des diagnostics plus complexes, plus subtils, plus... on est vraiment dans cette affaire-là qui est d'ailleurs en train de changer. Hein, je veux dire, de plus en plus, les gens prennent en charge leur propre expertise de leur propre corps. Alors aussi... sur un mode qu'on sait bien un peu sauvage et un peu douteux qui s'appelle Doctissimo, qui s'appelle tout ça. Voilà, aller chercher l'info sur internet et là ça devient un petit peu le bordel et ça devient un peu n'importe quoi. Bon, en même temps c'est n'importe quoi, mais c'est quand même parfois des bons compléments d'information. Tout ça c'est super complexe. Bon. En tout cas, moi je connais des gens qui travaillent dans le psychiatrique. Je crois que l'encadrement psychiatrique en France, il a des casseroles. C'est compliqué cet univers, hein. Il s'y passe des drôles de choses, mais là-dessus, ça n'a pas beaucoup changé. Je dirais même que d'après ma copine infirmière psychiatrique, en psychiatrie, c'est plutôt en train de s'aggraver, pour des raisons de moyens et de choses comme ça. Et j'en viens donc au deuxième aspect, qui serait plutôt l'évolution plus récente. Sur cette base, disons, invariante, je dirais, d'une certaine froideur de l'encadrement médical, parce que voilà... parce que c'est, comment dire, ils font partie de l'encadrement. C'est venu s'ajouter à ça depuis 10, 20 ans, 30 ans, bon, une espèce de précarisation de l'hôpital public en France, quoi. Enfin en tout cas voilà. Ce qui fait que non seulement à la base, je dirais que l'univers hospitalier n'est pas un modèle de chaleur, mais de plus en plus, il va être un lieu où on passe froidement, puisque vous savez par exemple qu'on essaie de développer la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire celle où on passe la journée, on passe pas la nuit. C'est très bien, c'est pas bête, bien sûr. En plus, on a maintenant les outils technologiques qui nous permettent d'opérer plus vite et qu'on s'en remette plus tôt. Et donc, ça rend plus superflu le fait que les patients restent dormir. Et évidemment que c'est bien, ça va faire des économies, tout va bien. Mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne de plus en plus, on passe dans un hôpital comme on passe dans une gare. Enfin, je veux dire, et ça, c'est pareil, c'est de la faute à personne. Hein, je dirais, c'est pas de la faute des médecins, c'est pas de la faute des infirmières, c'est pas de la faute des patients. C'est un fait structurel qui fait que on se parle encore moins, qu'on est pris dans des horaires très très vite. Alors bon, on vous opère à midi, donc vous arrivez à 10h. Bon, en gros à 15h, lui il sera parti, donc on pourra libérer la chambre, on pourra refaire le lit. Bon, c'est bon, il est parti la nuit. Et ça, c'est sûr que... alors moi, sur ces histoires d'économie, je vais être très clair, même si le coût de la chirurgie ambulatoire n'est pas un bon exemple, parce que je pense que de toute façon, c'est une bonne réforme d'un point de vue strictement médical, enfin, bon, et d'assainissement des comptes. En revanche, je comprends et je ne comprends pas
comment dire, si le pouvoir se contentait de dire nous sommes endettés, l'hôpital est endetté et donc il faut essayer de résorber cette dette-là et donc faire des économies. Ok, jusqu'ici je comprends son raisonnement. Je pourrais y revenir, mais je veux bien commencer à réfléchir comme ça. Le problème, c'est qu'on sait très bien, que toutes les mesures qui sont prises pour rationaliser les dépenses sont au bout du compte des mesures qui sont coûteuses. Qui sont coûteuses, pourquoi? Parce que du coup, on soigne moins bien. Si vous soignez moins bien, le patient va revenir et le patient va de nouveau coûter à la collectivité. Donc, je l'effleure un moment dans le livre, mais le livre n'est pas un essai, donc je ne peux pas, comment dire, développer ma pensée là-dessus. C'était vraiment pas le propos de ce livre. Le livre voulait juste documenter de la vie et éventuellement laisser le lecteur en tirer les conclusions lui-même. En revanche, si je fais un peu plus comme ça, je me recule un peu, j'ai l'habitude de dire donc, cette espèce de rationalisation, hein, c'est le mot qu'on met en avant, hein, on rationalise les dépenses, est irrationnelle. C'est-à-dire qu'au bout du compte, elle ne produit que le contraire de ce qu'elle aimerait produire. Et si je me place de son point de vue, hein, le point de vue étant assainissement de la dette, enfin voilà, dépenses publiques, blabla. Sachant que moi, fondamentalement, mon point de vue, il est très en amont de ça. Il y a un économiste qui s'appelle Bernard Friot, que je vous recommande, qui est un économiste un peu radical, mais et il dit on a perdu à partir du moment où on a laissé se développer cette notion de dépense publique. Cette notion qui est complètement unanimement reprise. Hein. Et l'idée, nous dépensons des choses, bah donc forcément nous sommes dépensiers, et donc comme nous sommes dépensiers, on va nous mettre une petite fessée, puis on va serrer la vis partout. On va faire en sorte que les infirmières fassent en une demi-heure ce qu'elles faisaient jadis en 3 heures. On va dans un EHPAD, les maisons de retraite attachées à l'hôpital public, bon, bah, il y avait 5 soignants pour 40 patients, bon, bah, maintenant il y aura 5 soignants pour 60 patients, je schématise. Hein. Et donc du coup, on s'occupera moins bien des vieux, voire même il sera de plus en plus irritant de supporter les vieux parce qu'on aura moins de temps, et donc du coup, il y aura évidemment plus de maltraitance. Tout ça est constaté par tout le monde. Hein. Je veux dire, donc, qu'est-ce que c'est que cette rationalité qui fait qu'au bout du compte, ça ne produit qu'un truc complètement dingue. Mais, même du point de vue de la dépense publique, le soin, c'est pas de la dépense, c'est de la richesse. Là, il faut absolument renverser ce logiciel. C'est-à-dire que quand vous soignez quelqu'un, vous le rendez plus fort, vous lui remettez de la vie, de l'énergie, vous fabriquez de l'énergie. Vous produisez. Vous ne faites pas que dépenser. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de se dire que c'est un peu à perte, voilà, le trou de la sécu, le trou de la sécu, on balance de... Non. Oui, il y a un trou de la sécu, d'un point de vue strictement comptable, mais le soin produit de la richesse. Nous produisons de la richesse. Les infirmières produisent de la richesse. Elles sont productives. Elles produisent de l'énergie, elles produisent de la vie, elles produisent du lien. Elles produisent tout un tas de choses d'ordre social ou psychologique, et les médecins aussi, hein, je veux dire tous les... donc je pense que c'est là-dessus qu'on a perdu, parce qu'on s'est laissé totalement embarquer dans l'idée que, ouais, non mais c'est vrai, en fait on a été des petits-enfants qui avons accepté le sermon de nos parents. Nos parents nous ont bien répété qu'on avait vraiment qu'on a vécu au-dessus de nos moyens. Et tout ça, c'est quand même une machine de propagande. Je ne veux pas faire une tribune politique là, mais juste quand même méfions-nous de ces choses-là, parce que peu à peu, c'est ça qui construit l'idée générale qu'on dépense, donc l'idée que quand même il faut rationaliser, et donc une dégradation du travail. Les gens qui travaillent sont de moins en moins heureux. Enfin, je veux dire, on sait qu'il y a quand même une fatigue générale quant au travail. Les médecins du travail sont intarissables là-dessus. Je veux dire, je ne l'invente pas. Vous pressurisez les gens, ils sont de moins en moins heureux. Quand les gens sont moins heureux, bah, ils font leur travail moins bien. Et s'ils font leur travail moins bien, eh bien, ils sont moins productifs. Voilà. Bon, bah, écoutez, moi, donc... Oui, il y a toujours l'éternelle question, pourquoi la France reste le plus grand consommateur de tranquillisants, somnifères, etc. etc. Ouais. Question à laquelle personne ne veut répondre, comme par hasard. Ouais, ça, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, ça c'est encore un sujet énorme. Oui, mais est-ce que tout ça ne va pas justement... Oui.
J'ai des fumistes, dont Oui. on parlait tout à l'heure, des médecins fumistes, et je suis coach de surpoids. Je fais aussi des études en psychothérapie actuellement pour compléter mon parcours. Je voulais juste dire une chose, et puis après vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, je lance ça. Il me semble que quand on parle d'hôpital et des soins de la personne, il est nécessaire, je n'aime pas le mot il faut, je suis coach, il est nécessaire de séparer le soin de la maladie et de la personne. Et de ce que je constate pour avoir vécu en France depuis 32 ans, être passé par pas mal d'instituts aussi, j'ai un parent qui a été en institut, il est nécessaire de séparer l'hôpital et le centre de soins. Parce que dans un hôpital, on soigne la maladie. D'où vient la maladie? Bon, j'ai mis mes idées là-dessus, et si vous voulez connaître le métier de coach, je suis ouverte à... Mais voilà, avec le suivi, je prends note. Ça, c'est vrai que c'est un des métiers qui me fascine un peu. Et puis, par contre, il y a les centres de soins. Et j'ai eu une maman qui a été prise en charge dans un centre de soins. Là, c'était totalement différent. La personne existait, tandis que dans un hôpital où elle a été, la personne n'existait pas, mais la maladie existait. Donc, elle était repérée en tant que malade et non pas en tant que personne. Voilà. Et aussi, je vous rejoins par rapport aux psychanalystes, etc. Il y a quand même en France, comment dirais-je, la culte du savoir. Le médecin sait, le patient ne sait pas. Le patient est celui qui se connaît le mieux. Voilà. Et donc, il me semble que ceux qui accompagnent le patient, ils savent écouter le patient, connaîtront le patient. Ceux qui savent mettre une étiquette sur quelqu'un ne connaîtront jamais le patient. Voilà, merci. C'est tout ce que j'avais à dire. Et tout ça, je rentre dans une logique plus générale, je pense, de cette idée que des gens savent et d'autres ne savent pas, elle est très très mortifère, elle nous fait beaucoup de mal. Elle fait que nous avons nous-mêmes, parfois, nous gens lambda, je dirais, non sachants, avons parfois abdiqué notre propre pouvoir, notre propre puissance, comme diraient les démocrates. Ce serait vrai en politique aussi, il y a quand même toujours un peu cette idée que la politique serait un métier, qu'il faudrait des compétences pour l'exercer. Bon, en même temps, tout le monde constate l'incompétence de pas mal de politiques. Enfin, quand même, ça fait durer l'idée qu'il y a quand même une compétence, quoi. Bon, ben non, fondamentalement, j'entendais encore Castoriadis, le philosophe, parler du système des Grecs. Bon, ben, je veux dire, ils étaient tirés au sort, quand même, les représentants politiques. Alors, je ne sais pas s'il faut tirer au sort les représentants politiques, mais il y a quand même l'idée que la politique, c'est pas un métier. Bon, alors, évidemment, la médecine, c'est un métier. Et il y a quand même un corpus de connaissances, de savoir indéniable. Mais le corps médical, d'ailleurs, admet de plus en plus qu'il y a des savoirs, je dirais, plus subjectifs, plus sensitifs, peut-être, qui complètent un diagnostic. Et je crois quand même qu'il y a eu du progrès qui a été fait depuis quelques temps là-dessus. On a un peu ouvert la boucle de l'expertise, je dirais, ouvert le cercle de l'expertise. Il y a du boulot, parce que je pense qu'effectivement, la France est un pays particulièrement... C'est notre côté républicain, autoritaire, centraliste. Il y a quand même toujours un peu l'idée pyramidale dans n'importe quel domaine, qu'il y a les sachants au truc. Alors on leur délègue le savoir. Essayer de savoir pour nous, ça vaudrait pour tout. Hein. Ça vaudrait pour les politiques, les médecins, tout un tas d'experts comme ça. Et puis nous, ben, ma foi, nous on ne sait pas. Je crois qu'on est un pays particulièrement... c'est marrant, hein, on est le pays dont une des valeurs centrales est soi-disant l'égalité. Je crois qu'on est vraiment un pays très hiérarchique, profondément dans notre culture mentale. C'est très très frappant quand on se balade un peu à l'étranger. Ça surprend toujours beaucoup d'observateurs étrangers de voir à quel point on met comme ça des gens très très au-dessus. Et encore une fois, je pense que dire ça n'est pas du tout leur dénier leur spécificité d'expert. Je veux dire, encore une fois, un médecin sait des choses que je ne sais pas. Et j'ai bien besoin de lui. Et je suis bien content qu'il soit là. Mais peut-être que je sais des choses qu'il ne sait pas. Et quand je suis malade. Comme vous le disiez, madame. C'est vrai que le meilleur expert de son corps, c'est quand même celui qui le possède. Les médecins ont la parole. Oui, je suis d'accord avec vous, sachant que pour maintenant, il y a quelque chose auquel on fait beaucoup confiance, c'est les groupes de malades, c'est-à-dire les groupes de diabétiques, des groupes de gens qui ont une personne qui a un Parkinson dans sa famille, ça marche très bien, parce que là, ils peuvent s'échanger des petites choses, ou dans les suites de cancer, des petites choses. On n'a pas le temps en tant que médecin de dire à une femme qui vient d'être... Ah bah oui, je vous conseille de vous maquiller comme ci, comme ça, vous pouvez trouver tel...
sur Internet, dans les groupements de patients, elles vont trouver une liste d'esthéticiennes qui vont s'occuper de redessiner les sourcils, des choses comme ça. En tant que médecin, on ne peut pas. Donc je pense que les groupements on n'a pas le temps. Et les soignantes, les infirmières, c'est très bien décrit, elles n'ont pas le temps non plus. Malheureusement, dans les centres très techniques, les hôpitaux très techniques, on en revient un petit peu à ce que vous disiez toutes les deux, dans un centre très technique, on n'a pas le temps. On manque de gens, on manque de médecins, on manque de... Donc tout ce qui est groupement de patients comme ça, dont on trouve très facilement les coordonnées sur Internet pour tout un tas de choses et qui sont très bien, sont très utiles. Et moi, je vois dans la clinique où je suis, là, on a un groupement de gens qui ont été soignés du cancer et qui se retrouvent entre eux. Je les ai rencontrés au restaurant chinois, ça peut être pour le maquillage, ça peut être les gamins se rencontrent entre eux. Donc ça, nous, en tant que médecins, on ne peut pas être là tout le temps non plus. Après, il y a une vie qui se fait à côté de l'hôpital et qu'on trouve soit à la sortie de l'hôpital, soit sur Internet, et je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est toute une dimension qu'en tant que médecin, je dirais technicien, on ne peut pas apporter. Après, un petit peu de réserve quand même quant au relationnel avec les patients, on n'est quand même pas si... Oui, non, j'entends bien. Pour répondre à votre question, madame, plutôt qu'au téléphone, essayez de rencontrer le médecin si c'est possible, sauf s'il ne veut pas. Mais il y a la distance géographique. En général, on y arrive quand même. Je vais essayer l'écriture. La parole en direct, je pense que c'est... Et par téléphone, en même temps, on prend du temps. Donc, vous empiétez sur le temps de la personne. Hein. Donc, je vais essayer un peu de jongler entre les deux. Le rapport frontal, oui. Voilà, la parole oui. en direct, on a tout par téléphone, par l'écrit, on ne s'exprime pas de la même façon. Dans la maladie mentale, vous savez, c'est compliqué. Hein. Tout est compliqué. Je pense que la psychiatrie, c'est vraiment un domaine que je connais d'abord beaucoup moins bien, mais un peu quand même, qui a une spécificité quand même très claire, parce que, je veux dire, là-dessus, moi je me suis beaucoup intéressé aussi via Foucault, via l'antipsychiatrie, tout ça, le mouvement des années 60-70 et des recherches de Deleuze, et puis d'autres gens. J'avais beaucoup suivi l'histoire de la Borde, faisait cette clinique très particulière. Bon, c'est pas d'ailleurs le fin mot de l'affaire. Hein. Il n'y a pas de solution magique dans cette affaire-là. La psychiatrie, il y a un truc spécifique, même si c'est en continuité, c'est une intensification de ce qui se passe partout ailleurs, je dirais. Ça se voit encore plus. Mais une des raisons pour lesquelles, je dirais, les médecins sont d'autant plus, souverains, je dirais, ou l'encadrement est d'autant plus souverain, parce que je veux pas, c'est pas que les médecins, encore une fois. C'est parce que personne s'en occupe, les fous, appelons-les comme ça, pour aller vite. C'est-à-dire qu'en général, les familles s'en débarrassent un peu. Parfois, c'est pas le cas, hein. Il y a des gens qui s'en occupent très bien. Mais donc, on a d'autant plus l'attitude pour faire un peu, pour transformer les hôpitaux psychiatriques en, disons, centre de neutralisation de la dangerosité. Voilà. Et ça a toujours été la vocation un petit peu de surveillance de la psychiatrie, hein. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Le fou est dangereux, il est postulé comme tel, il l'est d'ailleurs de facto parfois. Il faut le neutraliser. La meilleure façon de le neutraliser, c'est de filer des doses. C'est du médicament. Il n'y a pas de miracle. Puis là, c'est pareil, ils n'ont pas le temps. Moi, ma copine infirmière en psychiatrie, elle me dit, voilà, on est de moins en moins nombreux avec de plus en plus de patients, donc évidemment, on fait de plus en plus mal les choses. Et évidemment, quand je ne suis pas assez nombreux et que je n'ai plus de patience, qu'est-ce que je fais? Je file un médoc. Hein, je file une pilule. Oui. Et qui ferait autrement à sa place? Moi, je pense que je filerais la pilule bien plus tôt qu'elle, étant sans doute beaucoup moins patient qu'elle. Sur le... Oui, allez-y. Juste une question, je vous en prie. C'est par rapport à la mort, est-ce que vous avez été confronté à la mort? Dans quel service êtes travaillé? C'est pas important aussi. Et puis, est-ce que vous avez ressenti vraiment le deuil où on apprend aux infirmières à prendre beaucoup de recul par rapport aux patients, à s'identifier, etc. En fait, moi, comme je l'ai suivi, le livre commence par raconter son parcours, et elle a fait beaucoup d'établissements, notamment dans le pourtour parisien, parce qu'elle est de banlieue parisienne. Et en fait, depuis 10 ans, elle est à Figeac, pour plein de raisons que j'expose rapidement. Donc moi, je l'ai suivie à l'hôpital de Figeac. Or, à l'époque où je l'ai suivie, donc il y a 2 ans, c'était en juin, il y a 1 an et demi, elle était en chirurgie ambulatoire, justement. Donc du coup, je n'ai pas du tout eu affaire directement à la mort, puisque fort heureusement, il n'y a pas eu d'incident majeur pendant que je passais. En revanche, elle m'a raconté qu'elle est passée en cancérologie, elle a fait à peu près tous les services possibles et imaginables dans à peu près tous les hôpitaux publics imaginables de la banlieue sud, disons du pourtour parisien.
Notamment, d'ailleurs, elle est du coin, elle a grandi pas très loin d'ici, elle a travaillé pas très loin d'ici. Donc elle me raconte ça, et elle me raconte évidemment ce que racontent un peu toutes les infirmières, c'est que petit A, elles ont évidemment souvent affaire à ça, petit B, elles sont relativement démunies devant ça, et pas très formées encore devant ça. Petit C, que quand même, c'est pareil, je pense qu'on est sur la bonne voie. On est à la fois, je pense qu'il y a à la fois une dramatisation de la situation de l'hôpital, vraiment on va vers le clash, parce que c'est de plus en plus difficile pour tout le monde en termes comme ça, notamment de ratio entre le personnel soignant et le personnel patient. Donc je pense que vraiment ça se complique. Il y a un truc qui se complique moins, c'est que se sont développés de plus en plus un accompagnement, une formation psychologique du personnel médical. Alors c'est de plus en plus, c'est encore à la marge, c'est encore. Mais si vous prenez l'exemple, à un moment, elle est passée par. D'ailleurs, en ce moment même, elle est en soins palliatifs. Elle travaille en soins palliatifs, Isabelle. Là, elle vient de changer parce qu'il y a une petite une cellule qui s'est ouverte, je ne sais pas comment on dit. Bon, ben, les soins palliatifs, c'est apparu il y a 20 ans en France. C'est très récent, hein, ces lieux où, bon, il est évident que nous ne sommes plus là que pour accompagner les derniers jours, semaines, mois de quelqu'un, dont le cas est désespéré. Bon, ben ça, c'est des... Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur les soins palliatifs, c'est pas encore gagné. J'ai une amie qui a perdu sa maman récemment, qui me racontait un peu les 2 dernières semaines en soins palliatifs. Bon, c'est ambigu, il y a plein de choses à dire, c'est très complexe. Hein. Puis, bon, en même temps, c'est complexe d'abord pour ceux qui y travaillent, je veux dire, c'est très compliqué ces services. Mais, alors, moi, il y a un truc, je trouve un cliché que j'aimerais bien un peu nuancer, vous savez, c'est cette idée que nous, dans nos civilisations occidentales très avancées, nous avons de plus en plus peur de regarder la mort en face. Et qu'on évacue la mort. Alors, c'est évidemment assez vrai par rapport à d'autres civilisations, d'autres cultures, bon. Et en même temps, je trouve pas que la tendance actuelle aille dans ce sens-là. Je trouve qu'on en parle de plus en plus. Je trouve que le sujet de l'euthanasie, qui est un sujet, alors vraiment, on va pas se lancer là-dessus, c'est un sujet très difficile. Très beau sujet, parce que très complexe, et où il est absolument impossible d'avoir un dogme. Bon, ben je trouve qu'on en parle, quoi. Il y a de plus en plus de cas qui sont visibilisés par les médias, par les journalistes, etc. C'est rentré dans l'espace de la discussion, alors que vraiment ça l'était pas beaucoup il y a une vingtaine d'années. Et puis voilà, il y a la création des soins palliatifs, par exemple, qui donc prennent acte du fait que parfois on a affaire à des gens qui ne sont plus que des morts en sursis, disons les choses frontalement. Moi, je trouve que, honnêtement, ça fera jamais plaisir à aucune civilisation de toute façon de regarder en face la mort. Hein. Je veux dire, peut-être même qu'on pourrait dire anthropologiquement la définition d'une civilisation, c'est peut-être celle qui justement met de côté la mort, ne serait-ce qu'en enterrant les morts, une façon quand même de les absenter, de les surabsenter, je dirais. Donc, faut pas se mentir, hein, personne ne commencera un grand compagnonnage avec la mort demain, quoi. C'est pas vrai. La mort, ça sera toujours le grand point absent de notre société, évidemment. Mais moi, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Il y a aussi la prise en compte de la douleur. Je veux dire, ça, c'est très récent dans l'histoire de la médecine française et peut-être d'autres médecines. Bon, je crois que c'est apparu il y a 30-40 ans. On a commencé à prendre en compte le fait que bon, ben finalement, il y a un moment de la maladie où nous n'avons plus affaire qu'à un souffrant. Et que notre grande affaire va être de le soulager de sa souffrance. C'est pour ça que j'ai appelé le livre Le Moindre Mal, parce qu'il est un peu question de ça à un moment dans le parcours d'Isabelle. Et comme en plus ça avait été ça la clé de sa vocation, ça avait été non pas de sauver son père, mais juste de faire en sorte qu'il souffre un peu moins dans ces mois terribles. Ben ouais, et puis ça c'est un sujet qui a de beaux jours devant lui, j'ai envie de dire, puisque nous sommes une population qui vieillit, puisque nous sommes une population médicalement très avancée. Il faut quand même dire qu'on a un système médical, moi je le dis un moment en petite incise, c'est la seule raison qui me rendrait vraiment patriote. Je veux dire, notre système de soins, c'est un chef-d'œuvre que nous avons fait. Peut-être c'est la seule chose dont les Français peuvent être véritablement fiers. C'est ce qu'on a su inventer à la croisée, je dirais, d'un atavisme social très puissant en France. Hein. On est un pays insurrectionnel, révolutionnaire, et d'un atavisme scientifique exceptionnel. Je veux dire, on a fabriqué énormément de grands scientifiques,
Et au croisement de ces deux atavismes-là, disons, nationaux, s'est constitué ce magnifique système médical, enfin de soins qu'on a. C'est magnifique, qui a je pense, un chef-d'œuvre en péril, mais une des merveilles du monde, quoi. Honnêtement, hein, c'est pas exactement mon naturel de faire des grandes apologies de mon pays, mais voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la population vieillit, elle vieillit. Une des raisons pour lesquelles elle vieillit, c'est que les gens vivent longtemps, mais parce que précisément ils sont bien soignés. Donc c'est magnifique, c'est super. Ça nous est toujours présenté comme oh là là, c'est terrible, on vieillit, bah, du coup ça coûte cher. Bah non, mais c'est super. C'est parce qu'on a su faire ça, quoi. On a su. Donc ce problème, il va se poser à nous pendant les 50 ans à venir et peut-être au-delà. Il y a un moment, il va falloir qu'on arrête de dire que nous faisons de la dépense publique, parce que je veux dire, ça va coûter de plus en plus cher, hein, le soin. Je vous le dis tout de suite. Hein, il va y avoir de plus en plus de gens à soigner. Hein, donc, et notre taux de natalité, qui est plutôt dynamique, est quand même pas assez dynamique pour compenser ça. Donc soit on va se laisser raconter encore pendant des années que se faire sermonner, à savoir que nous sommes une dépense. En fait, notre propre vie est un coût. Votre vie est un coût, sachez-le. Hein, vous emmerdez le monde, quoi. Bon. À vivre, là, alors qu'un suicide, c'est tellement simple. Enfin, je veux dire, maintenant, il y a des... Voilà. Nous avons encore quelques minutes. Oui, j'ai vu le film Hippocrate que j'ai fait une rencontre avec et j'en fais une autre bientôt à Poitiers avec le réalisateur. Et on a fait un débat sur France Culture tous les deux, une petite rencontre. Et c'était super, hein, j'avais vu le film et bon, c'est incroyable, quoi. Les deux se complètent magnifiquement bien, mon bouquin et son film, parce qu'on raconte à peu près la même chose, quoi. Alors lui de façon plus romanesque, plus fictionnelle. Comment? C'est plus les médecins. Ouais, mais c'est beaucoup les médecins étrangers. C'est ça, c'est le rôle joué par Reda Kateb, qui est vachement intéressant. On découvre une réalité qui n'est pas piquée des hannetons non plus, hein, là, où on se fout un peu de leur gueule aussi. Et puis, il y a un moment, il est question de la mort, par exemple, il est question de ce qu'on fait de cette femme. C'est magnifique, le traitement, parce que, en plus, moi, c'est des beaux sujets, je trouve, parce que c'est des sujets où personne n'a raison, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Je veux dire, dans le film, là, à un moment, quand il est question de qu'est-ce qu'on fait de cette pauvre femme, ben, la médecin, qui est jouée par Marianne Denicourt, elle n'est pas méchante, quoi. C'est de toute bonne foi qu'elle dit, mais non, on ne va pas augmenter les doses, ça suffit avec les doses. Elle a raison de le dire. Et Reda Kateb, qui joue le médecin étranger, a raison d'insister pour qu'on soulage cette pauvre femme. Enfin, moi, c'est vraiment les films, c'est des situations que j'aime beaucoup écrire ou que j'aime beaucoup lire ou voir. C'est quand, comme disait Jean Renoir, tout le monde a ses raisons. Et c'est ça qui est beau, c'est comme la question de l'euthanasie, c'est très beau comme sujet, c'est très douloureux et très beau, parce que tout le monde a ses raisons. Je veux dire... un catholique qui dit que non, on ne décide pas, on ne dispose pas de la vie de quelqu'un à la place de celui qui nous a donné la vie, bah, je ne suis pas catholique, mais je trouve ça très beau comme idée. Et en même temps, évidemment, que je trouve tout à fait nécessaire et urgent de réfléchir aux conditions dans lesquelles un être humain pourrait disposer de sa propre mort. Enfin, c'est des beaux sujets, quoi. C'est avec ça qu'on écrit, c'est pas avec des sujets sur lesquels on a des certitudes, quoi. C'est bientôt à Châtenay-Malabry, hein, ce film Hippocrate. Madame qui n'a pas encore parlé. Je n'ai pas lu votre livre, mais je l'ai dans mon sac, donc ça va être bien fait. J'avais une double question. Je trouve que c'est un très très bon accessoire de sac. Moi je l'offre que comme un bijou souvent. Et donc j'avais une double question à propos de la jeune femme Isabelle. Donc je voulais demander si elle avait eu un droit de regard, mais vous avez répondu qu'elle a validé votre texte. Et deuxièmement, puisque c'est elle qui vous a fourni toute la matière première de votre livre, je vois qu'elle n'apparaît pas sur la couverture. Je voulais savoir si elle avait été rémunérée, comment. Question très triviale. Non, mais c'est une très très bonne question que posait d'ailleurs, qui avait été posée. Il y avait une jurisprudence par rapport à ça. Vous savez, c'est ce qu'avait fait l'instit du film Été à voir. Et c'est vrai que d'un seul coup, moi qui étais très fan de documentaires et très cinéphile par ailleurs, je m'étais jamais fait la remarque. Je me dis, mais oui, en fait. Finalement, en plus le film avait eu du succès, avait rapporté beaucoup d'argent, bah ma foi cet instit, moi
il y aurait beaucoup de choses à dire moralement là-dessus, mais c'était pas incongru comme demande de dire écoutez, finalement, je participe moi-même au charme de ce film, lequel film a rapporté de l'argent à ses producteurs, je vois pourquoi il ne serait pas payé. Intéressant, d'ailleurs, il avait quand même été débouté en dernière instance, mais. Donc, non, moi, votre question me paraît tout à fait pertinente, je dirais, même si je pense que ce livre rapporte un peu moins d'argent qu'il y a à avoir. Mais bon, alors, c'est pas dans les mœurs, hein, c'est vrai que si vous voulez, les mœurs, c'est. Finalement, vous savez, le problème c'est que les écrivains, c'est un cliché, mais c'est vrai, sont des pillards. Nous sommes des pillards, nous prospérons sur le talent du réel. Même les écrivains de fiction, moi j'ai fait des fictions, hein, mais les fictions elles s'alimentent toujours du réel. Moi je connais très peu de fictions qui soient complètement déconnectées. Donnez-moi un exemple de grande fiction littéraire qui soit alors vraiment une pure invention ex nihilo, sans aucun matériau humain. Bon, la science-fiction éventuellement, même si la science-fiction s'appuie, comme son nom l'indique, sur des données scientifiques, hein, sur des perspectives de ce que va découvrir la science. Donc bon, je pense que si on commence comme ça, ça vaudrait pas que pour ce livre, la question que vous posez, ça vaudrait pour à peu près tout. C'est-à-dire, peut-être que mes collègues de mon collège auraient pu me demander un peu d'argent quand je fais entre les murs, peut-être que mes copains adolescents de Vendée auraient pu me donner de l'argent quand j'ai sorti La Blessure la Vraie, qui racontait un été en Vendée et qui s'inspirait beaucoup de cette camaraderie-là. Enfin, c'est sans fin cette affaire, quoi. Il vaut mieux pas entrer, moi je trouve. Ouais, c'est vrai, quoi. Après, bon, je lui ai offert des bouteilles, des choses comme ça. Oui. Je lui ai offert ma présence quand même. Ça, j'ai trouvé ça. La rencontre. Alors après, quant à la signature et tout ça, moi, au départ, on avait pensé à un titre qui était Isabelle, infirmière, donc déjà ça rendait hommage. Après, je trouvais le titre, je le trouvais presque un peu scolaire, quoi. Donc je voulais avoir un titre plus poétisant, je dirais. Parce que je viens de lire l'histoire d'un garçon qui était très doué aux échecs. Hein. J'ai déjà oublié le titre, mais là, donc c'est un garçon qui vient du Bangladesh, qui est en situation irrégulière, mais qui est très fort aux échecs, donc il a réussi à faire son trou en France après moult difficultés. Eh bien, il y a la parole du garçon, il y a la parole d'une écrivain qui a fait votre travail c'est-à-dire qui a rendu compte. Et puis il y a aussi le professeur des échecs. Et les trois personnes apparaissent. Et au niveau du graphisme, de la casse, on va dire, il y a une écriture différente. Hein. Il y a des lettres, les lettres sont différentes. Donc on sait toujours qui parle. Ah oui. Et là, on voit les trois personnes sont répertoriées avec le nom, le prénom. Mais là, s'il y a de la parole rapportée, moi, c'est pas mon cas, par exemple. Moi, j'ai pas de propos d'Isabelle directement. Moi, j'ai trituré mon affaire, quoi. J'ai beaucoup bricolé par rapport à ce qu'elle m'a donné. Il faut dire, quand même, il faut pas se mentir là-dessus. Je disais tout à l'heure, c'est une coécriture, c'est faux, c'est pas vrai. C'est injuste de dire ça. L'écriture, c'est vraiment mon affaire. C'est moi qui pisse la copie, comme dirait mon éditeur. Et c'est moi qui fabrique les phrases. Donc l'écriture à proprement parler, c'est... Mais bien sûr, le matériau est fourni. Et moi-même, quelques idées... Mais vous voyez ce que je racontais tout à l'heure, je disais que c'était du roman en barre, à savoir cette histoire de vocation. Bah ouais, c'est vrai que là, le talent la vie a eu du talent. La vie a pris une amplitude romanesque. Et moi, je ne fais que ramasser derrière. Mais encore une fois, je crois que c'est l'opération de l'art presque systématiquement, c'est de finalement prélever le talent du vivant, avoir le petit talent de prélever le talent du vivant. C'est quand même beaucoup ça l'art. Hein. En tout cas, la littérature, le cinéma, la peinture peut-être. En y apportant un savoir-faire, une technique, un peu d'inspiration, un petit peu de souffle, un tout petit peu de brio stylistique. Mais on est toujours effectivement des gens qui opérons en deuxième main par rapport au talent de la vie, quoi. Donc, après ces livres-là, je dirais, intensifient cette affaire-là. Mais c'est vrai que c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a la différence entre le blog, où tout le monde peut écrire, et la collection, Raconter la vie, qui est... là, c'est les écrivains qui ont la parole. Ouais. Oui. Une question qui n'a pas grand-chose à voir, mais c'est des choses que vous dites qui me font penser à ça. Puisqu'on parle beaucoup, là on parlait de rémunération, on parle beaucoup des jeunes de banlieue. On a beaucoup parlé au moment de la sortie au Festival de Cannes
de ces élèves qui avaient été filmés. On ne savait pas ce qu'ils allaient devenir, donc ça fait 10 ans, c'est ça? Un peu moins, vous me vieillissez là. C'était en 2008. 2008. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est 6 ans, ça va. 6 ans, je ne sais pas. Ils sont devenus terroristes, à peu près. Il y en a 4 qui sont en Syrie, il y en a 3 qui sont au Yémen. Non, je ne peux pas vous dire tout parce que j'ai pas de nouvelles de tout le monde, hein, parce que ça, du coup ça fait du temps. Vous savez, pour la plupart, ils ont tous continué à être à l'école déjà. Genre le septembre suivant, ils sont rentrés en 3e, enfin ou en seconde, ça dépendait parce qu'il y avait plusieurs âges. Et puis après, par la suite, il y en a un que j'ai croisé souvent parce qu'il était dans un BEP pas loin de chez moi. Donc bon, bah, il a fait un BEP. Je crois qu'après, maintenant, il bosse, parce que j'ai eu des nouvelles par sa mère. Il faisait un BEP automobile et maintenant, il bosse, il est mécano, quoi. Il est content. Bon. Mais je ne pourrais pas vous faire un truc exhaustif. Il y a un fait que je trouve toujours un tout petit peu intéressant à raconter et qui est un peu grinçant. Il y en a une qui a voulu continuer, qui a voulu faire du cinéma, du coup ça lui a donné un peu envie, quoi, voilà. Et de fait, elle a joué, elle a eu le premier rôle dans un film, un petit film français, donc qui n'a pas beaucoup été vu, qui s'appelait 17 filles, qui se passait du côté de l'Orient, inspiré d'un fait divers américain, un film qui a eu un peu de presse, hein, je veux dire, un peu de visibilité, c'est pas... Et elle est l'héroïne, et ben, cette fille-là, c'était un peu la bourgeoise de notre casting. C'était parce que comme on avait fait le casting dans le quartier, hein, on avait essayé de prendre c'était des jeunes de ce collège-là, mais donc ils habitaient dans le quartier. Et le quartier était un peu en train de se gentrifier déjà à l'époque, comme on dit maintenant, de se boboiser, dirait-on. C'est dans le haut 20e. Et donc il y avait dans ce collège, il n'y avait pas que des petits noirs et des arabes issus des classes populaires, il y avait aussi des fils de journalistes, des fils de comédiens. Et elle est fille de journaliste et de comédien. Et elle voulait participer entre les murs et on était très contents de l'accueillir hein, parce qu'elle était super. Et puis voilà, puis ça correspondait d'ailleurs au réel, cette diversité-là. Bon, bah évidemment, elle a eu, je dirais, des éléments facilitants qui lui ont permis de continuer. Hein, les choses étant ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de reproduction sociale et que les profs deviennent des profs et qu'il y a une espèce de statu quo social dans notre système. Ça vaut tout à fait éminemment pour le champ culturel, mais notamment et d'ailleurs on met souvent en avant les fils de. Moi je pense que ça c'est un sujet pour les journalistes, les fils de. Ça fait écran par rapport à un phénomène beaucoup plus fort qui est, moi je le constate vous savez, je fais un peu de théâtre, donc je connais le milieu théâtral, j'ai fait un petit peu de cinéma, je connais un peu le milieu du cinéma, j'ai fait un autre scénario là récemment, je connais bien le champ littéraire. Moi qui l'ai découvert, c'est ce qui me frappe, c'est la reproduction sociale dans ces milieux-là, quoi. Et c'est pas des fils d'eux, il y a des fils d'eux, mais c'est vraiment anecdotique. Alors là, s'il y a bien des milieux qui sont verrouillés, c'est bien ceux-là, quoi. Et donc, bon, bah, finalement, après Entre les murs, ce beau truc super sympa, cette belle histoire, Palme d'Or, blabla, bon, bah, les choses sont rentrées dans l'ordre. Il y en a pas un, il y en a un autre qui a essayé d'être comédien, je l'ai un peu vu, Rabat, c'est celui qui est au fond de la classe souvent. Il a joué dans 3-4 courts-métrages, je l'ai vu, il est à un moment dans... Ça m'a un peu fait mal pour lui en même temps, mais j'étais content de le voir. Il est dans Bande de filles, là, le film de Céline Sciamma, vous savez, qui est sorti il y a 3-4 mois. Bon, il a 3 répliques. En plus, il joue le rôle d'un connard. Ça me faisait mal au cœur, quoi, franchement. Donc, du coup, il joue quoi dans le film de Sciamma, qui est un film que j'aime bien, mais qui n'est pas très fin parfois. Il joue le jeune de banlieue un peu bourru, quoi. Donc, il a que des répliques du genre « Ouais, ça va, enlève ta jupe ». Bon, je trouve que c'est limite, quoi. Il s'appelle Rabat, donc pour l'instant, on ne lui donne que ce genre de rôle, quoi. Voilà la France. Désolé, je mets un son de cloche très négatif sur ce beau film que j'ai adoré faire. Hein. Je regrette pas du tout, mais voilà, il eût été très surprenant que cette belle aventure se capitalise immédiatement. Tous auraient réussi socialement, tous auraient échappé à leur classe sociale, tous auraient devenu comédiens. Non, ça n'arrive pas. Ça serait un film à suggérer à celui qui a fait Les Intouchables. Oui, voilà. Chacun son métier. Mais il en faut des feel-good movies, comme on dit maintenant. Il en faut des films où tout a l'air possible. Tout le monde il est gentil. Voilà. Mais Jean-Yann est mort, c'est dommage.
Mais entre Il n'y a les pas deux, d'autres questions? C'est un film ou un documentaire? Ah, monsieur. C'est un film. Hein. Ouais, Moi, je l'ai vu à l'époque, je l'ai vu comme un. vous n'êtes pas, Quand le seul. quand vous avez des élèves qui se mettent contre vous, parce que je sais plus, vous dites à un élève, je sais plus ce que vous lui dites, c'est écrit. Vous le jouez, vous le rejouez. Ça, il y a une preuve, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais il y a une preuve tout à fait nette de ce que j'avance, c'est que c'est une adaptation d'un livre, et vous trouverez dans le livre, écrit 3 ans après, 3 ans plus tôt, les dialogues du film. Puisqu'on a beaucoup copié-collé des dialogues, donc là, ce sera la preuve définitive que c'était écrit. Après, il y a eu quelques petits moments d'improvisation, bien sûr. Il y a eu quelques moments où on laissait un petit peu du lest pour créer du naturel, pour créer de l'énergie. Il y a quelques scènes comme ça qui reposent sur une trame et où il y a une certaine improvisation dans le verbe. Il y a des... par ailleurs, on a tourné en août. Le collège était fermé, si vous voulez. Moi, j'étais plus prof à l'époque depuis longtemps. Bon, donc ça ressemblait quand même un peu à un tournage de film, hein, il n'y a rien à faire. Mais Voilà, oui. monsieur, encore une question. Oui. Moi, je voulais revenir à Figeac. Revenons à Figeac. Oui. C'était une très belle ville d'ailleurs, mais il se trouve que je connais bien la région. L'hôpital de Figeac, c'est une toute petite structure dont le devenir est plus que problématique. Alors je voulais savoir si c'était présent dans ce que vous avez vécu au quotidien, d'autant plus que je ne sais pas si c'était avant ou après, mais il y a eu un fait divers dans la région. Vous êtes de quoi? J'en parle. Ah ouais, vous en parlez dedans, je ne l'ai pas lu, hein, le livre. Donc c'est quand même très très présent. Et ce fait divers avait donné l'occasion au président de dire une super bannerie, puisqu'il avait déclaré que il n'y aurait plus personne qui serait à plus de 30 minutes d'une maternité. Ce qui prouve qu'il ne connaît pas du tout ce genre de région, parce que c'est franchement impossible dans ce coin-là, comme vous avez sans doute mesuré. Alors donc, est-ce que c'était pas grave cette histoire parce que c'est le désert là-bas finalement. Ouais. Une des choses qui m'a plu d'entrée pour me lancer dans le bouquin, c'était justement que l'hôpital de Figeac est un hôpital, comment dire, qui n'est pas totalement conservé. Enfin, c'est pas l'hôpital où vraiment tout fout le camp. Parce que, vous voyez, et je crois qu'on souffre. J'ai commencé tout à l'heure par dire qu'on souffrait d'un déficit de réel. Je pense que ce dont on souffre beaucoup, c'est d'un déficit de réel ordinaire. C'est-à-dire ce que j'appelle le réel moyen. Le problème de ces reportages télévisés notamment, dont je suis assez friand, hein, je vous le dis, hein, parce que encore une fois, il y a toujours des choses à ramasser dedans. Mais c'est vrai que c'est une maladie, mais aussi une maladie de la littérature hein, parfois, et de l'art, c'est d'aller toujours du côté de l'exception. C'est-à-dire que quand vous avez un reportage sur M6 sur l'hôpital, ça va être l'hôpital des quartiers nord de Marseille où vraiment tout fout le camp. Moi j'aime bien essayer de voir mais le statut ordinaire des choses. C'est une des choses que je regrette par exemple par rapport au film Entre les murs. C'est-à-dire que finalement, si j'avais à le refaire ou à le réécrire, je pense que je prendrais un collège beaucoup plus neutre, moyen. Là on était un peu trop dans la lisière, bon bref. Donc Figeac ça m'intéressait parce que c'est un hôpital qui se porte pas trop mal. Mais donc c'est du moyen, c'est de la classe moyenne, et puis en plus c'est la province, ça m'intéresse, bon bref. Mais en même temps, je le montre dans le livre, et il essuie tous les problèmes, mais en moins intense qu'un hôpital des quartiers nord de Marseille, mais quand même, évidemment, paupérisation, de moins en moins de moyens, de moins en moins de personnel, et effectivement, le problème de la désertification rurale, ce qu'on dit beaucoup, qui fait que on a tendance à fusionner des services, qui fait qu'avant il y avait un petit spot, la maternité, il y avait une petite clinique, on a affaire, mais on fusionne avec une autre qui est à 60 bornes. Oui, alors évidemment c'est compliqué de réaliser le rêve de François Hollande, en tout cas le supposé rêve de François Hollande, mais de fait, on est en train de supprimer de plus en plus de lieux qui étaient des lieux un peu comme ça, intermédiaires, quoi, et qui, évidemment, par exemple, créent ce qu'on appelle le lien social. C'est très important qu'il y ait un hôpital dans une ville. Ça crée beaucoup plus qu'un hôpital. On voit bien que dans l'écosystème d'une ville, un hôpital c'est passionnant. Je veux dire, c'est parfois le premier employeur de la... Évidemment, bien sûr, c'est une entreprise tout à fait qui emploie des gens. Donc ça fait des gens qui sont des consommateurs, etc. Enfin, il y a tout un système vertueux qui se met en place. Donc, ce que je montre à un moment, j'en parle de l'incident. Donc, effectivement, c'est cette femme qui va accoucher. Alors, elle monte dans sa voiture avec son mari. Le mari conduit. Puis au bout du compte, alors ils sont obligés d'aller à 80 bornes et ils s'arrêtent en route et elle accouche sur le bord de la route et elle perd son bébé. Et c'est vrai que ce fait divers
avait été ébruité nationalement, avait beaucoup ému tout le monde. On l'avait brandi comme un emblème de regarder ce que ça fait quand on supprime. C'est les lois Kouchner qui ont fait ça. C'est-à-dire que si vous faites moins de 200 accouchements par an, donc en gros, le centre ferme. Bon, et moi, évidemment, comme je suis plutôt d'une sensibilité qui serait perplexe devant cette mesure de Kouchner, je me dis, bah, encore une fois, on nous demande de toujours serrer la ceinture, donc on crée moins de services. Et bon, même si j'en comprends la rationalité, et encore, on pourrait réfléchir des heures à la rationalité. Bon, je vois que ce fait divers a eu lieu dans cette région, je me dis tiens c'est cool, je vais pouvoir le mettre dans mon livre, et donc ça sera, je vais le brandir comme le symbole absolu du fait que regardez où ça mène. Et puis ben, je m'arme d'honnêteté, je pense que c'est la qualité principale dans la vie d'un écrivain du réel, c'est d'être honnête, et de parfois savoir mettre de côté ses propres opinions. À examiner bien ce fait divers, on s'aperçoit que, et d'ailleurs la maman l'a dit elle-même, elle a dit le bébé de toute façon, la grossesse n'était pas très mal passée, le bébé était très fragilisé, on nous avait dit qu'en cas d'accouchement il y avait quand même des chances ou des malchances de complications, donc ne tuons pas mon bébé une deuxième fois en lui mettant sur le dos d'une certaine manière le symbole de la paupérisation, de l'encadrement médical dans les campagnes. Donc non, ça ne marche pas en fait quand on regarde bien. Mais ça n'évacue pas le problème pour autant. Je pense que... et puis qu'est-ce que c'est que ces histoires de... Enfin je veux dire, encore une fois, si vous parlez rationnellement, parlons de rationalité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va regrouper tout dans les mêmes lieux? On va de plus en plus centraliser. Hein. Vous avez 3 petits hôpitaux, vous en faites un gros, quoi. En tout cas, vous le fusionnez avec le gros du coin. Là, qui serait dans cette région Toulouse, quoi. Toulouse absorbe de plus en plus de services. Bah, très bien, mais ça veut dire du déplacement en plus. Ça veut dire faire de la bagnole. Ça veut dire se fatiguer. Ça veut dire perdre son temps. Ça veut dire polluer. Vous voyez, si vous isolez le problème, bon, c'est un peu audible qu'en centralisant les services, peut-être que ça peut créer plus d'efficacité dans les soins, parce qu'effectivement, bah, du coup, vous aurez dans le même lieu un neurologue et puis un autre spécialiste susceptible d'apporter un diagnostic complémentaire, parce qu'il est quand même rare que vous ayez une maladie qui soit, je dirais, qui ne dépende que d'un service, ou qui ne dépende que d'une expertise. Bon, très bien, mais si vous le prenez disons, dans une réflexion économique plus large, ou une réflexion sociale plus large, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est tout à fait... ça serait beaucoup plus productif, je pense, de continuer à créer des petits spots comme ça de soins un peu partout. Je pense que... Parce que ça... Il en ressort quelque chose. Alors évidemment, ce qui est compliqué, c'est qu'on demande de plus en plus aux soignants de comptabiliser. Hein. C'est la tarification à l'acte qu'il faut. C'est pour ça qu'ils font beaucoup de paperasse maintenant, il faut tout codifier. Et donc évidemment, qu'est-ce qui saute dans cette affaire? C'est l'inquantifiable. À chaque fois que vous demandez de quantifier, alors vous pouvez quantifier le nombre de ménisques que vous avez opérés. J'en ai fait 4 cette semaine, voilà, ça je le fais valoir, et donc du coup, je recevrai une subvention en conséquence à la fin de l'année. Il y a plein de choses inquantifiables. Et le grand parent pauvre d'ailleurs de cette affaire, c'est la psychiatrie. C'est ce que je dis dans le livre à un moment. Vous passez 1 heure avec un schizophrène. Vous ne pouvez rien faire valoir, c'est pas quantifiable. Vous ne pouvez pas dire, il est arrivé avec un ménisque tordu, il est reparti avec un ménisque droit. Vous ne pouvez pas dire ça avec un schizophrène. Vous l'avez pas... Donc vous n'avez pas de quantification à faire valoir. Donc pour l'institution, vous n'avez rien foutu. Donc du coup, comme le budget est calculé en fonction de ce que vous avez fait, en tout cas ce que vous avez déclaré avoir fait, eh ben, votre budget, on va faire valoir que vous, là, dans l'hôpital psychiatrique de Meudon, là... Ça se passe, enfin, vous foutez rien ou quoi là, c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de moyens qui sont alloués à la psychiatrie. Mais il y a plein d'autres choses comme ça qui vont sauter parce qu'elles sont moins quantifiables. Et plus généralement, je dirais la dimension humaine du travail d'une infirmière ou d'un médecin n'est pas quantifiable. Je veux dire, quand Isabelle, mon Isabelle, mais ça vaudrait pour Mathilde, Valérie, Safia et toutes les autres, et puis tous les médecins, quand elle est là pour reposer une sonde urinaire, bon bah très bien, ça elle peut le déclarer, elle le note tout de suite, j'ai posé, bon ouais, elle a bossé quoi. Mais si elle s'attarde 5-10 minutes pour causer un peu avec la femme en question qui vient de... Bah voilà, comme une espèce de discussion un peu informelle, comme ça se passe bien pour vous, alors vos enfants sont venus vous voir, ah bah non, ça fait 3 jours qu'ils sont pas venus, je comprends pas ce qu'ils font.
Ah bon, donc vous êtes inquiète? Bah oui, je comprends pas. Ah bah peut-être qu'on pourrait essayer de les appeler. Je peux vous amener le téléphone si vous voulez. Vous voyez, ça c'est durable, ça. C'est durable. Mais ça fait partie de la santé de cette femme, puisque vous pensez bien que ce qui la travaille, c'est ça, c'est que ses enfants appellent pas, ça commence à lui, vous voyez, ça lui noue l'estomac un peu, quoi. Bon bah ouais, mais ça, Isabelle, elle va pas noter ça. Dans le petit dossier, elle note tout, elle va pas noter. J'ai discuté un quart d'heure avec Madame Béroche donc on quantifie, on comptabilise, et c'est ce qui nous tuera. C'est ce qui nous tuera. Ouais, ça c'est... Bon, c'est une conclusion. Une conclusion vraiment joyeuse, hein.